Écoutez, bienvenue une fois de plus dans nos entretiens du Discord des Patriotes. Ce soir, on a le bonheur et puis l'honneur de recevoir quelqu'un que les gens qui sont habitués aux autres médias que le média mainstream connaissent. Ils connaissent certainement ses ouvrages, parce qu'on a quand même le fondateur de Putsch Média, on a un journaliste, chroniqueur, un matinalier de Tocsin. Mmh. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'accueille ce soir Nicolas Vidal, auteur notamment de Média, le Grand Errement, Les Lettres aux autruches et aux tubes digestifs, La tempête qui vient. Et puis, on a son tout dernier livre qui sort le 2 juin, dont Nicolas va forcément nous parler. Ce soir, on va, comme à notre habitude, apprendre à connaître un peu notre invité, à la fois son côté professionnel, puis le côté un petit peu personnel sur ce que Nicolas veut bien nous dire de lui. Nicolas, bienvenue. Merci beaucoup, en tout cas, l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir, de s'exprimer devant des gens qui mobilisent du temps pour écouter des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, du moins, je l'espère. Voilà. Donc, merci en tout cas l'invitation, Christophe. Merci beaucoup. Je t'en prie, en tout cas, d'autant plus merci à toi qu'on sait que tu as commencé à envoyer tous tes livres ce matin, que c'est une grosse journée de rush, hein, Mmh. et que tout doit être, que ça sort officiellement le 2 juin. Donc, Ouais, ça doit être ouais. grosse fatigue. Et puis après, tu as toutes les interviews forcément qui tournent autour de la sortie de ton livre. Oui, ben c'est ça. Effectivement, ce matin, je me suis levé très tôt parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commandé en prévente. Et je me fais une obligation, même pas une obligation, un plaisir, j'ai envie de te dire, de les signer. La prévente, c'est l'avantage d'avoir les livres signés. Donc, ça demande plusieurs centaines déjà de commandes en prévente. Donc, il a fallu signer tous les livres ce matin. C'est un plaisir. Donc, depuis 6h moins le quart, je signe des bouquins. Donc, si parmi vous, il y en a qui ont commandé le livre en prévente, sachez qu'il est déjà dans la boîte. Il est déjà parti à la poste. Vous devrez le recevoir vendredi ou samedi. Voilà. Ils sont la première fournée déjà partie ce matin à l'homme. Eh ben Voilà. super. Mm. Voilà. Et puis, de toute façon, et c'est pareil, Mathis ou Esmeralda nous mettront le lien aussi de la prévente pour ceux qui voudraient commander le livre de Nicolas. On va mettre ça dans le chat, comme ça, ce sera plus simple. En parlant de chat, je vois que j'ai pas cliqué dessus pour voir ce qui se passe à côté. Voilà, super. Tac. Bon, tout d'abord, Nicolas, je suis quand même ravi de te recevoir. Euh, Nous, ce qu'on aimerait un petit peu, c'est au-delà de l'homme médiatique, maintenant qu'on connaît dans ces médias alternatifs, c'est en savoir un petit peu plus sur ton parcours, savoir comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, même si je pense qu'à la base, tu étais quand même journaliste. Mais comment s'est fait, en gros, cette bascule? Et comme je te disais tout à l'heure, on va alterner en fait ce soir entre une trame de questions que j'ai plus ou moins préparée, mais je sais que quand il y a des discordiens, on a toujours beaucoup d'autres questions, donc on va naviguer entre toutes ces questions. Voilà. Donc, première chose, en fait, pour ouvrir ce débat, c'est savoir si tu avais une anecdote personnelle ou des choses marquantes qui font que le Nicolas d'aujourd'hui ou le petit Nicolas, sans mauvais Ouais. jeu de mots, Mm. allait devenir le Nicolas qu'on connaît aujourd'hui. Oui, oui, j'ai toujours été un peu énervé comme garçon, je te cache pas. Ma mère avait souvent l'habitude de dire: «Quand tu es pas énervé, que tu es pas tu ça veut dire que tu es malade». Donc souvent, on me dit que je suis très énervé, que je pousse des coups de gueule, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je suis à peu près en bonne santé, on va dire. C'est pour ça que j'ai toujours été comme ça. Mon comportement n'a jamais trop changé, mais bon, il s'est épaissi avec le temps, il s'est épaissi avec ce que j'ai vécu, s'est épaissi aussi avec une histoire familiale importante dans le sens où j'ai toujours été plongé dans les bouquins et dans les médias. Pas parce que mes parents étaient dans les médias, pas du tout. On habitait un petit village du Gard, donc personne n'habitait à Paris et personne n'était dans les médias, mais mon père était prof et il m'a toujours mis la tête dans les bouquins, dans la lecture de la presse, très jeune. Et il m'a surtout appris à faire la part des choses entre la propagande et ce qu'il fallait retenir et les pas de recul, les pas de côté qu'il fallait faire sur les informations. Et après, ça a été énormément d'apprentissage, beaucoup de lectures sur tous ces sujets-là, beaucoup de discussions aussi qui sont assez fondatrices par rapport à ça. Et je suis devenu, bon, j'ai essayé à mon petit niveau d'être un citoyen, et après je suis devenu journaliste, mais je précise à tous les discordiens que je n'ai fait aucune école de journalisme, aucune.
Je n'ai jamais fait Sciences Po, je n'ai jamais fait aucune école de journalisme. J'ai fait 1 an et demi de faculté à Montpellier. J'ai été défaillant à tous les partiels. Je n'ai fait aucun partiel parce que ça me gonflait, parce que je n'y trouvais aucun intérêt. Pourtant, j'ai fait philo politique et histoire, mais j'ai arrêté pour montrer ma première boîte à 21 ans. Donc, tu vois, ça commence à faire un petit peu de temps. J'avais monté à l'époque, à Montpellier, j'avais monté ce qui voulait être une espèce d'agence littéraire. Tu vois, à 21 ans, je n'avais pratiquement aucun contact à Paris et je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme moi, j'écrivais déjà des textes et que j'avais été publié à l'époque, j'avais publié mon premier livre à 16 ans. Donc, et je voulais à un moment donné porter aussi la voix, tu vois, à 21 ans, de gens qui me paraissaient intéressants. Donc, j'avais créé une petite assoce pour essayer de proposer des manuscrits à des grands éditeurs parisiens. Donc, ça a été intéressant. Ça a capoté au bout d'1 an et demi, mais c'était très formateur parce que j'ai appris à tout faire. J'ai appris à faire des communiqués de presse. J'ai appris aussi à me faire en réseau. Et bon, c'était intéressant parce que déjà, j'avais la fibre de vouloir mettre en avant des gens qui n'étaient pas connus. Et c'est ce qui m'a poussé après la fermeture de cette agence qui a été, je le dis, qui a été très formatrice, de monter BSC News à 27 ans. Donc il y a eu quelques années quand même de formation, de divers boulots, mais je n'ai jamais lâché la littérature et la réflexion autour des grands sujets de citoyenneté. Et puis en 2007, j'ai monté mon média, BSC News. Ne cherchez pas ce que ça veut dire, ça ne voulait absolument rien dire parce que j'avais trouvé que j'avais fait un petit saut de puce aux États-Unis et j'avais trouvé en fait que l'idée même je voulais en fait mettre la culture sur Internet. Et au début, en 2007, je peux t'assurer que c'était le désert de Gobi, notamment au niveau d'Internet et ce qui se passait en France. Donc je me suis dit, en revenant aux États-Unis, je veux absolument parler de culture parce que c'était ma passion et je voulais aussi le faire sur Internet. J'ai vu qu'aux États-Unis, en y allant, il y avait l'émergence de médias, notamment de magazines numériques. Alors en France, il y avait des sites Internet, mais il n'y avait pas de magazine web. Et donc en 2007, je monte le premier magazine web français, ça s'appelait BSN News Magazine, c'était un 140 pages que sur Internet. Et j'ai invité toute une foule de gens et très rapidement, en quelques mois, ben là, à cette époque-là, j'étais encore pas blacklisté par les médias mainstream. J'avais une demi-page dans Le Monde, notamment. Libération avait parlé de moi parce que j'avais très rapidement j'avais beaucoup, beaucoup d'abonnés gratuits. Je crois qu'il y avait près de 100 000 abonnés gratuits en quelques mois à ce magazine qui était gratuit. Et c'était extrêmement intéressant parce que je choisissais mes invités. De plus en plus, j'arrivais à avoir des gens de plus en plus connus. Voilà. Et puis surtout, je mettais l'accent sur des gens inconnus et des gens qui me paraissaient intéressants. Et je voulais à un moment donné les mettre en avant dans ce média-là. Mais c'était que culture, c'est-à-dire c'était spectacle vivant, c'était jazz. Moi, j'adore le jazz. Hein. J'ai été chroniqueur jazz pendant très longtemps. La littérature aussi, j'ai près de 4000 bouquins à la maison, donc j'adore ça. Les romans, même si j'en lis plus beaucoup, parce que je suis plutôt dans les essais politiques et notamment aussi les bavardages les diarrhées européistes que nous lisons dans les traités, les différentes injonctions. Mais voilà, je me suis toujours, en fait, quand tu me demandes ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de mettre en avant des gens qui avaient des choses à dire. Voilà. Et donc, je me suis constitué tout seul une nouvelle fois. Personne dans ma famille ne travaillait dans les médias, personne dans ma famille n'était à Paris. Je n'avais aucune connaissance d'Internet, aucune connaissance du web. Je n'étais pas formé politiquement pour être journaliste, pas du tout. Je ne savais pas faire un article, je ne savais pas faire une interview. Et j'ai tout appris sur le tas. Je ne te cache pas qu'il y a eu des grands moments de désespérance, hein, parce que quand tu travailles 15, 16, 17, 18, 19 heures par jour et que tu dors 2 heures par nuit et que tu essayes de comprendre comment fonctionne un média et que tu essayes de faire des sujets et surtout de trouver des lecteurs, eh ben, ça a été très, très formateur, véritablement. Et c'est comme ça qu'après, je me suis formé en fait en tant que journaliste. Et Et un puis, autodidacte du métier. ouais, complètement. Mais je pense que c'est une grande chance en réalité. Je pense que c'est une grande chance parce que si j'étais à Lyon, bon, je pense pas, mais je pense pas que j'aurais fait mes classes à Sciences Po avec la famille que j'avais. Manifestement, j'étais trop rebelle dès le début pour accepter. J'avais déjà arrêté la fac, donc je pense que à Sciences Po, ça aurait pas été possible. Mais j'ai voulu absolument apprendre ça parce que je savais très bien au fond de moi que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Et j'étais prêt à Et tu as passer une 50 ans de galère. une grande chance finalement, c'est de ne pas être formaté. Parce que Bien quand sûr, on passe par c'est ça. Sciences Po, et puis quand on voit nos politiciens qui passent par l'ENA, ils sont tous formatés, et puis ils choisissent un jour s'ils veulent être de gauche ou de droite, mais grosso modo, ils Ouais, sont tous dans le même tuyau au départ. ouais, ils sont dans le même Je vais tuyau. Ouais, revenir en arrière. Je vais revenir en arrière parce qu'on a vite sauté déjà à ton agence. Mais ouais. donc, mais Nicolas a 10 ans ou 10-12 ans quand il lit les journaux, etc. Qu'est-ce qu'il marque en fait dans les journaux et qu'est-ce qu'il marque en tant que dans la littérature et dans le roman? Ben moi, alors c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs un sujet que j'aborde très peu parce que bon, peu importe. Mais moi, j'étais déjà passionné de littérature américaine.
Mais alors, la littérature américaine, c'était Jack Kerouac, c'était Bukowski, c'était Burroughs, c'était vraiment, j'étais passionné par la Beat Generation. Et après, fois que je vais aux États-Unis, j'étais passionné aussi des Doors, et tu vois, comme quoi, je crois que je l'ai jamais dit sur un média, donc du moins, tu vois, ce sera une primaire chez toi. Et j'étais passionné des Doors, je lisais tout ce que faisaient les Doors, Jim Morrison, les Tech, j'achetais tout ce que je pouvais comme livre. J'étais un fan, hein, concrètement, il faut être très clair, il faut être objectif sur soi-même, hein. Et du coup, mes parents m'ont permis en fait d'aller aux États-Unis, notamment à Los Angeles, pour aller à Venice Beach, là où Jim Morrison aurait écrit Light My Fire et d'autres. Bon, même s'il y a pas mal de polémiques à ce sujet sur qui a vraiment écrit Light My Fire, peu importe. Donc, je suis allé vraiment sur les traces de Jim Morrison. Et en plus, j'étais passionné de Jack Kerouac. Donc, sur la route et tout ce qu'a écrit Jack Kerouac. Et donc, du coup, j'ai fait Los Angeles, New York en bagnole à 16 ans. Voilà, À tu vois? 16 Parce que ans. je voulais absolument vivre ce que Kerouac avait vécu sur la route. Alors je l'ai vécu, en termes de kilométrage et de parcours, mais pas avec l'intensité, avec laquelle l'a vécu Jack Kerouac. Mais déjà, donc j'étais vraiment, absolument drogué à la littérature américaine des années 60, des années 50-60, parce que j'aimais à un moment donné, cette capacité d'hommes libres, à un moment donné, qui se sont d'ailleurs détruits, hein, pour le coup, ils se sont tous détruits, à la drogue et tout. Ça n'a pas été mon cas, je te rassure de suite. Mais Eh oui, je voulais absolument mettre en avant, je voulais absolument vivre ce que je dis dans les bouquins, je voulais le vivre sur le terrain. Et tu vois déjà, le fait de vouloir vivre sur le terrain quelque chose, ça me rappelle rapidement ce qu'est un journaliste de terrain. Et c'est le différencier du journaliste de plateau, du gars qui pose son cul sur un plateau télé, qui est très bien payé et qui raconte tout et n'importe quoi sur tous les sujets alors qu'il n'en connaît pas un seul dixième. Voilà. Donc très jeune, finalement, j'ai voulu à un moment donné, appréhender ce qu'était le terrain, ce qu'était la route, ce qu'était le contact humain, ce qu'était le bitume et ce qui faisait la vie, en fait, la quintessence de la vie et son épaisseur. Voilà, avec ses drames, avec ses joies, avec tout ça. Et c'est pour ça que après, rapidement, je me suis formé comme ça. Et ça a été très formateur, parce que je te cache pas qu'à 16 ans, quand tu pars aux États-Unis, tu reviens, tu n'es plus le même, hein, manifestement. Tu es parti dans une autre galaxie, parce que moi, j'habitais dans un petit village du Gard. Et quand je suis rentré avec mes copains du village, manifestement, tu vois, c'était assez incroyable. Et après, ben, ça m'a formé en tant qu'individu, en tant qu'homme, pardon. Et après, ça a permis de construire petit à petit, 10 ans, 15 ans après ce que je suis. Mais c'est pour ça que j'ai toujours une obsession de connaître les choses et d'y aller et de voir véritablement ce qui se passe sur le terrain. Et c'est pour ça que la littérature américaine m'a toujours passionné. Alors, une nouvelle fois, j'incite pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est vraiment que Jack Kerouac, c'est une littérature américaine très particulière, d'un mouvement intellectuel. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce mouvement, savoir d'où ça venait, le beatnik, Beat Generation, tout ça. Et du coup, j'ai découvert les États-Unis également par la même occasion, parce que j'y suis retourné plusieurs fois. Et j'ai étudié à Boston également. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis plus réservé sur les États-Unis depuis un certain temps, depuis que j'ai évolué, bien entendu. Mais ce qui n'empêche que ça m'a formé concrètement, ça m'a peut-être fait passer au stade de maturité. Et puis après, ça a été le déroulement de la façon dont je me suis formé pendant ces années-là, très jeune. Et ça m'a donné aussi une force de conviction et une boulimie concrètement d'apprendre et de comprendre surtout. D'apprendre et de comprendre. C'est peut-être pour ça que je suis devenu journaliste aussi, parce que comme vous, je veux comprendre et je veux apprendre très vite. Et je veux savoir de quoi je parle. et Et à la différence des toutologues sur les plateaux télé, si les sujets ne m'intéressent pas ou si mon avis n'a aucune valeur, même pour moi, je ne m'exprime pas à ce sujet-là. Je vois pas l'intérêt d'aller emmerder des gens pour des sujets que je ne maîtrise pas et parfois qui ne m'intéressent pas en plus. Voilà. Donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir une certaine colonne vertébrale par rapport à ça. Et j'aime bien parler de choses que je connais. Donc, du coup, tu comprends bien que dès la grande adolescence, 16, 17, 18, j'ai appris très vite beaucoup de choses, notamment sur la capacité de parler de choses qu'on connaît. Voilà. Et qu'on a éprouvé également aussi. Voilà. Et la littérature m'avait permis ça pendant un très, très long moment. Voilà. alors donc tu t'es inspiré de tout ça, tu as voyagé, et ça Ouais. m'amène aussi alors tes premiers essais, tu dis qu'après tu as écrit donc dès 16 ans. Est-ce que c'est au retour des États-Unis ou avant les États-Unis? Qu'est-ce que tu as Ouais. commencé par écrire? J'ai écrit lors de mon premier voyage aux États-Unis sur la route. J'avais écrit ce qu'on va dire, un carnet de poèmes qui avait été édité. À l'époque, il y avait une maison d'édition en France qui s'appelait La Bartavelle, qui n'existe plus depuis, hein, mais qui avait la particularité de publier des jeunes auteurs qui peut-être feraient leur trou dans la littérature. Donc j'avais publié chez eux. Et ensuite, après, 4 ans plus tard, je crois 5 ans plus tard, à 20, 21 ans, j'avais publié un livre qui est toujours disponible, qui s'appelle Circus,
La maison d'édition a fermé, mais le bouquin apparemment est toujours disponible sur Amazon. Et c'était une histoire aux États-Unis, une histoire d'amour qui a la saveur d'un mec de 20 ans, tu vois. Donc on peut pas dire qu'on rentre vraiment dans le détail et le style n'est pas très affirmé. Mais j'avais publié sur une maison d'édition qui déjà est une grosse maison d'édition parce qu'il y avait quand même pas mal d'auteurs qui avaient rallié cette maison. C'était NP, c'était une émission qui s'appelait Nicolas Philippe. C'était un industriel en fait qui avait voulu lancer sa maison et publier que des très jeunes auteurs ou des stars, ou des gens, tu vois, des stars. Donc ça n'avait pas tenu très longtemps, ça a tenu 3 ans, et j'avais eu la chance de publier chez eux, donc ça m'avait appris aussi les campagnes de presse, les promos, ça m'avait appris tout ça. Mais le livre en lui-même n'est pas d'une qualité. Mais il est d'une qualité d'un ado, d'un grand ado de 20 ans, quoi. Voilà, qui justement a vécu. Qui a essayé de vivre la route comme il a pu. Et puis après, j'ai quitté rapidement dire, la littérature en termes d'écriture parce que je me suis plongé très rapidement dans ce qui était politique. Et puis, j'avais plus le temps puisque, je te l'ai dit, BSC News, je l'ai monté en 2007, j'étais tout seul à le faire. J'avais un petit appartement. Je me rappelle, j'imprimais les communiqués de presse sur une petite imprimante à même le sol. En fait, c'était folklore, quoi. C'était super folklore, mais j'ai tellement appris pendant ce moment-là. Et allez, j'étais étudiant, pas trop étudiant, et je faisais ça en même temps. Donc, tu vois, c'était un peu folklore, mais moi, ça me convenait bien. Et puis, une nouvelle fois, j'ai plus appris en faisant ça qu'en allant user mes fringues, mon pantalon sur les bancs de la fac, un amphi, c'est sûr et certain. Voilà. Et après, en 2007, j'ai monté BSC News et BSC News a duré 10 ans. Et puis, en fait, pour faire très vite là-dessus, je me suis de plus en plus intéressé à la politique. Bon, j'avais un environnement familial qui me faisait m'y intéresser. Et en 2016, 2017, je me suis dit, en fait, la culture, c'est très bien, c'est très joli tout ça. Mais au vu de la situation de la France, parce que déjà, je commençais à me rendre compte que ça allait pas du tout. Et je me suis dit, ben, il va falloir que je monte quelque chose, que le média que j'ai très culturel devienne quelque chose, un média plus de politique et plus de société. Donc en 2018, en 2017, je commence à réfléchir. Et début 2018, je change de BSC News à Putsch. Et Putsch est devenu véritablement un média politique, qui traitait l'actualité politique, de société aussi. Je recevais aussi des écrivains. Mais en fait, le changement de paradigme et mon regard sur la politique et sur l'effondrement de la France, qui était déjà bien entamé, m'a obligé, du moins, à changer ça, quoi. À changer ça et à rentrer dans un média plus agressif, plus saignant. Et une nouvelle fois, ça n'a pas changé en cherchant des gens qui n'étaient invités nulle part. Parce que ça n'a pas changé finalement. J'ai jamais changé de ligne depuis ma petite agence littéraire avec mon BSC News et mon Putsch. La réalité, c'est que j'ai jamais changé de ligne. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu inviter des gens qui n'avaient pas du tout la reconnaissance que moi, j'estimais qu'ils avaient et qui étaient totalement invisibilisés dans les grands médias. Donc, en fait, j'ai jamais changé de ligne depuis que j'ai 16 ans, en fait. Tu vois, Oui, c'est ça. ce qui veut dire que toute ta première partie de vie t'a permis de devenir Ouais. libre et libre dans tes idées. Ensuite, tu as le voyage qui t'a encore un peu plus ouvert l'esprit. Et cet amour que tu avais de la littérature, de l'écriture, t'ont poussé ensuite, et puis la situation aidant en 2017 avec l'arrivée de Macron, forcément qu'il allait se passer beaucoup de choses. Je reviens quand même un petit peu en arrière. Il y a souvent dans ces parcours justement à l'adolescence, des personnes quand même qui marquent des enfants, qui marquent des adolescents. Est-ce que ça a été ton cas aussi? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui t'ont servi de modèle, de mentor? Comment Nicolas, à 15 ou 16 ans, est-ce qu'il avait quelqu'un qu'il admirait et qui était son modèle? Ah ben, mon père, très clairement. Très clairement. Mon père, très clairement, qui m'a appris à réfléchir, qui m'a appris à me poser des questions, qui m'a appris à faire la distinction entre, du moins, la façon de réfléchir, la façon de vraiment de se poser des questions et d'essayer d'être exigeant sur soi-même et surtout de comprendre, de ne pas parler à tort à travers et de beaucoup travailler là-dessus je pense que c'était extrêmement important. Et puis, je te rassure aujourd'hui, hein, mon père est toujours de ce monde, et heureusement. Et lui-même, parfois, me conseille très régulièrement des articles à lire, des interviews, des bouquins. Souvent, j'invite des gens parce qu'il m'a dit, tiens, j'ai vu cette interview, c'est intéressant, ou il y a cet article à lire, ou cette interview à lire. Donc, souvent, c'est mon conseiller littéraire, ou tu veux, pas mon conseiller politique, parce que c'est mon conseiller éditorial à bien des égards, puisque moi, j'ai pas le temps de tout voir. Il y a des gens qui passent entre les mailles du filet.
Et très souvent, je reçois des textos à 4 ou 5 heures du matin en me disant: «Tiens Nico, tu devrais regarder ça parce que ça peut être intéressant, que tu l'invites pour une émission». Et très souvent, j'invite des gens qui me conseillent. Pas parce que c'est mon père, mais parce que je trouve le propos intéressant. Et comme il sait à peu près ce que j'aime, ou du moins ce qui m'intéresse de mettre à l'antenne, eh ben, je le fais. Donc tu vois comme quoi, voilà, après, si on va plus loin, les figures, ben, tiens, je pense que tout le monde le connaît. Oui, ben, il y a des figures comme, c'est d'un bateau absolu, mais Charles de Gaulle, bien entendu, où je me suis plongé dans ses écrits, je me suis posé dans beaucoup de choses. Mais il y a plein de gens, concrètement, qui ont jalonné aussi mon parcours et qui font que ça a été des livres structurants, des réflexions structurantes et qui te permettent de grandir et qui te permettent d'affiner aussi ta capacité à réfléchir, qui te permettent aussi de mettre de l'épaisseur et un peu de sexy dans cette existence, pas que politique, hein, même personnellement, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas que la politique, il y a le personnel aussi. Et je pense que dans les livres, il y a, c'est vrai que tout s'apprend pas dans les livres, c'est vrai, mais je pense quand même que la littérature, même la littérature, je pense à la littérature au sens noble du terme, concrètement, te donne quand même beaucoup de perspectives et devient presque charnel dans ta capacité à apprécier l'existence. Moi, ça m'a beaucoup servi la littérature pour appréhender les rapports humains, appréhender plein de choses qui sont personnelles, qui sont intimes. Et je pense que la littérature, concrètement, il y a l'expérience, il y a ce qui est vécu, mais la littérature, quand vraiment tu te plonges dans un livre et que les livres te passionnent, elle donne du corps à ton existence, véritablement. Ça donne du corps. Et plus on lit, plus on a envie de lire. Et plus on a envie de lire, plus on profite des moments. Et en fait, moi, il y a j'habite dans un petit village de l'Hérault et je parle souvent du bar de village dans lequel je vais très régulièrement. Et il y a véritablement dans ce bar-là, comme dans des milliers de bars en France, des personnages de romans, des véritables personnages de romans. Donc ces gens-là, beaucoup, je les vois comme des personnages de romans. Et ils n'ont que plus L'inspiration. de corps, plus d'intérêt, et c'est toujours un grand moment. Et je pense que la littérature épaissit normalement notre capacité à réfléchir et à voir et à mieux appréhender l'existence. Sinon, elle est quand même un peu, je vais pas, il faut pas exagérer non plus, mais pas dénuée de sens. Mais tout de moins, je pense que tu perds pas mal de choses. Je pense que tu perds pas mal de saveurs, concrètement. Et, Mm. et, et juste pour terminer avec ça, dans ce cas-là, ton papa qui a une grande influence, en fait, Ouais, finalement, et aussi une ouverture, ouais. lui, il est issu de quel milieu, quel est son métier pour t'avoir justement influencé comme ça Ah, mon intellectuellement père, aussi. c'est intéressant parce que tu vois, quand on parle d'immigration, qu'on parle d'intégration, pour le coup, moi, une partie de ma famille est italienne, notre partie polonaise. Ma grand-mère est arrivée de Pologne elle a été immédiatement ouvrière. Elle a fui d'une part les nazis, puis elle a fui l'armée rouge. Ouais. Et elle s'est retrouvée dans le sud de la France parce qu'elle avait rencontré mon grand-père que j'ai jamais connu, qui est mort au front, enfin qui est mort à la guerre. Et elle s'est retrouvée ici sans parler pratiquement un mot français. Et elle est allée, elle a été ouvrière pendant très longtemps à Perrier, notamment. Vous savez que Perrier, c'est Nestlé Waters maintenant. Ils sont en train de fermer, ils sont en train de tout casser Ah partout. oui? Voilà. Mon père a été élevé dans une famille très très modeste, hein, vraiment la classe populaire très populaire, hein, fils d'ouvrière quand même, veuve, à même pas 25 ans, donc tu vois, avec un système, avec le grand-père, la grand-mère au milieu, et une maman qui parlait plus polonais que français. Mon père est devenu prof d'histoire, mon père est devenu maire d'une ville, d'un village D'accord. plutôt. Et mon frère, lui, a fait de grandes études et pourtant, ça nous a jamais éloigné des racines populaires, ça nous a jamais éloigné de l'identité qu'est la nôtre, ça nous a jamais éloigné de ce que nous devons à ce pays. Et parce que moi, j'ai un amour immodéré, et presque parfois plus que charnel, à la France, parce que je fais partie des deuxième, troisième vagues d'immigration italo-polonaise. Et si la France n'avait pas été là à ce moment-là, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est vrai que mon côté très souverainiste, patriote, alors patriote pas chez Florian Philippot, bien entendu, mais patriote dans le sens large du terme, pardon, assez facilement explicable. Voilà, moi, l'école républicaine, ça a du sens pour moi. La nation, ça a du sens, la littérature, ça a du sens, parce qu'aujourd'hui, sans ça, je ne saurais pas où je suis, et ni mon frère, ni mon père. Donc, il y a, à un moment donné, la capacité, je parle souvent du livre suivant de Jacques de la Crételle-Silbermann, ce petit juif de Hongrie qui arrive à un moment donné en France, et son seul objectif, c'est il est intégré dans une petite école parisienne, et son seul objectif, c'est de mieux parler français que les Français de souche. Tu vois, Oui. et c'est ça aujourd'hui l'intégration. Et c'est ça qui fait Et, qu'on est émancipé. Et c'est ça aussi que, même si on a des origines étrangères, aujourd'hui, mon seul drapeau, c'est le drapeau français. Tu Je vois, et suis, donc je suis là-dessus, parfaitement également dans mon parcours et les gens que j'ai pu rencontrer. Je suis des ouais, fois vraiment bluffé par des gens qui sont issus de l'immigration et qui maîtrisent notre culture, qui maîtrisent notre langue bien mieux que la plupart des Français qui sont forcément jamais forcément intéressés ou qui n'ont pas beaucoup lu ou qui ne savent pas chérir en gros le patrimoine qu'on a.
Une première question des Discordiens. J'ai l'Irlande 1984, qui est une habituée du Discord, qui dit votre intérêt pour la politique est-il relié à un événement en particulier de la politique française? Alors, merci pour la question. Mais pas tellement en fait, c'est une imprégnation. C'est une imprégnation lente, concrètement, de la volonté de prendre conscience de ce qui se passe, de la volonté de comprendre aussi nos institutions, de la volonté de savoir où on va aller dans ce pays. Il n'y a pas un événement. L'événement, vous le connaissez ici mieux qu'ailleurs, c'est, pour moi, mais j'étais déjà, presque pas tout à fait formé, mais un peu, 2005, c'est le viol par le référendum du traité constitutionnel de 2005. Ça a été véritablement un basculement et d'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai pas tellement réfléchi sur le moment parce que moi, le premier, je suis pas sorti dans la rue alors qu'on aurait dû être 25 millions dans la rue à ce moment-là, notamment en 2008 quand il est passé en force. Je veux dire, ça m'a énormément servi parce que pour moi, c'est le point d'ancrage total par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le viol démocratique, c'est la fin de la démocratie, c'est le cirque permanent, c'est le fait qu'on dit aux gens, grosso modo, et c'est ce que j'écris dans mon nouveau livre Les Cendants, c'est-à-dire que vous, on s'en fout de ce que vous racontez, vous êtes des débiles, vous êtes descendants, vous n'êtes rien, vous comprenez pas la subtilité de la politique macroniste et européiste, donc vous avez qu'une chose à faire, c'est fermer votre grande gueule. Voilà, et je pense que 2008, le trahison de Nicolas Sarkozy, et pas que de Nicolas Sarkozy d'ailleurs, hein, de la droite et de la gauche, parce que tout le monde a voté main dans la main au Congrès de Versailles. Il faut reprendre les gens qui ont voté. C'est ceux-là même maintenant qui viennent nous faire des grands discours sur le plateau télé là, hein, sur la souveraineté agricole et sur la souveraineté machin. Alors Oui, c'est oui. les mêmes qui sont au Congrès de Versailles, qui ont bien bouffé, qui ont bien bu et qui nous ont mis le traité de Lisbonne dans l'os. Voilà. Et ça, effectivement, c'était un événement majeur parce que c'est le moment où on assume le fait on assume le fait de piétiner la démocratie. 2008, on assume le fait de piétiner la démocratie. On dit au peuple, et pas qu'au peuple français, maintenant, on n'en a rien à faire de ce que vous pensez. Nous, on a un projet fédéraliste, c'est très simple, et on va aller jusqu'au bout, et que ça vous plaise ou non, très clairement. Et je pense que cet événement-là est très important, à mon avis. Voilà. D'accord. Mm. Donc ça veut dire qu'en gros, tu en as parlé tout à l'heure, mais 2019, donc après tout ça, donc tu crées Putsch Média Ouais, pour laisser la place aux voix dissidentes, les voix celles qu'on n'entend pas, en fait, qui sont étouffées par les médias mainstream, par France 2, ouais. etc. Comment plus concrètement cette aventure, elle a commencé quand disons, elle a commencé comment ça, il y a une Bah, transition entre ce que tu as fait jusqu'à 2017 et puis ça, ou sous quel format complètement. tu l'as fait? Ouais, mais moi, 2017, je suis toujours dans BSC News, mais je me rends bien compte que je suis à Montpellier déjà. Je suis installé à Montpellier, j'ai mon petit média à Montpellier. Je suis littéralement snobé par la petite caste journalistique du coin. Parce que je dérange, parce que j'ai beaucoup plus d'audience qu'eux alors que j'ai eu aucune subvention. Je ne fréquente pas les petits cocktails dans les institutions locales. Je ne fais pas la cour aux différents directeurs de communication des institutions pour récupérer des subventions ou des subventions déguisées. Ce que j'appelle subventions déguisées, c'est la publicité institutionnelle dans les médias. D'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine sur Toxin de ça. Vous allez voir les chiffres que je vais vous donner, ils font peur, notamment ici à Montpellier, et pas que à Montpellier en plus, hein. Et donc en 2017, je me dis, si tu restes à Montpellier avec ton média, web média, parce que j'étais littéralement snobé, il faut quand même se rendre compte, j'en parlais sur la chaîne Impact avec Romain Maréchal, j'en avais parlé, et ces gens me snobaient parce que j'étais pas du tout dans le sérail, je ne fricotais avec personne, j'étais totalement indépendant, je ne faisais pas les petits cocktails très sympas dans les jardins privés des hôtels particuliers de Montpellier où toute la petite caste du mondio local entre les élus, les journalistes, les directeurs de rédaction, les machins et les politiques venaient à un moment donné se goinfrer de petits fours payés par nos impôts. Voilà. Mmh. Et comme je ne frayais pas avec ces gens, et bien entendu, j'ai été mis sur le banc. Et au-delà de ça, je me suis dit en 2017, je me suis dit, si tu restes à Montpellier, t'es mort. Donc du coup, ben, j'ai tout lâché, je suis venu à Paris. J'ai pas tout lâché, mais j'ai pris mon média sous le bras et je suis monté à Paris, à août D'accord. 2017. Et rapidement, quelques semaines après, même pas, dans le courant septembre, 2 ou 3 semaines après mon installation à Paris, je me suis dit, en fait, ce BSC News, c'est culturel, c'est très bien, mais il faut changer. Il faut aller maintenant sur un truc beaucoup plus violent. Il faut pas violent, mais beaucoup plus politique. Alors, pas l'engagement politique, mais inviter des gens qui ont plein de choses à dire, parce que Macron venait d'arriver au pouvoir. C'était quelques mois avant les Gilets jaunes, et je sentais bien qu'il y a un truc qui allait pas. Je me suis dit, je vais faire un média beaucoup plus avec des gens beaucoup plus énervés qu'on voit pas dans les médias. Et c'est intéressant parce qu'au début, quand je monte Putsch, en janvier, je le lance en début février 2018. Dès février 2018, je suis invité dans tous les Grammy de mainstream.
faut quand même se rendre compte, et nos discordiens le vérifieront assez aisément. Vous tapez Nicolas Vidal-Puig, vous allez voir, je suis passé sur France Info, l'invité média, j'ai fait France Inter, j'ai fait France Culture, j'ai fait le Figaro, j'ai fait tout, j'ai fait TV5 Monde également. Mais Tous les médias mainstream m'ont invité. pourquoi d'après toi? C'était parce que tu étais une bête curieuse d'un seul coup? Quel était leur intérêt de t'inviter? Parce qu'en fait, eh ben, j'avais, comme je faisais d'habitude, j'ai envoyé un communiqué de presse et ils ont adoré le projet du média. Ils ont adoré le projet du média, ils ont adoré le nom de Putsch. Soit certains pensaient que j'étais à l'extrême gauche, d'autres pensaient que j'étais à l'extrême droite. Enfin bon, toujours pareil, hein, toujours la même histoire. Mais ils m'ont quand même invité. Et j'ai fait des émissions ultra suivies hein, sur Service Public. Hein, vraiment, j'ai fait l'invité média de France Info, c'était un énorme rendez-vous. C'était millions d'auditeurs. Et on m'a reçu, je crois que c'était 10 minutes ou 12 minutes, enfin, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était assez long. Et après, et rapidement, ils m'ont tous dit oui, oui, on va voir ce que tu fais, on t'invitera pour nous, d'ici 6 mois, 1 an, pour nous dire où t'en es. Mais quand ils ont vu les invités que j'ai reçus dans les semaines, ils m'ont plus jamais rappelé. Ils Ah m'ont plus voilà, jamais ouais. rappelé. Alors que pourtant, je n'ai aucune chapelle. Je le dis souvent, je reçois de Laurent Overton à Yanis Varoufakis. Pour ceux qui ne connaissent pas Yanis Varoufakis, c'était l'ancien ministre des Finances grec. Mélenchon, à côté, c'est un droitard. Hein. Faut le savoir quand même. Hein. Mélenchon, à côté de Yanis Varoufakis, c'est un droitard. Donc, j'ai reçu Yanis Varoufakis 2-3 fois, qui viennent toujours avec beaucoup de plaisir sur Push d'ailleurs. Je crois que c'est un des seuls médias qui fait en France. Et je reçois aussi Laurent Berton, où j'ai reçu aussi l'ancienne ministre de la Justice hongroise, Judith Varga, qui, pour la petite histoire, Judith Varga, quand elle venait en France, elle ne s'exprimait dans aucun média, si ce n'est dans le mien. Donc, elle répondait à Emmanuel Macron dans Putsch. Voilà, pour Super. le coup. Et je l'ai Un bon reçu souvenir. 3-4 fois aussi. Et donc, tu vois, c'est vraiment le spectre très large entre Judith Varga, ancienne ministre de la Justice et numéro 2 de Viktor Orban, et Yanis Varoufakis. On ne peut pas dire tout de même que j'ai des chapelles. Voilà. Je veux dire, j'ai essayé de mettre en place et de conserver ce pluralisme des voix permanent. C'était vraiment, vraiment, vraiment important. Voilà. Et je continue à le faire aujourd'hui. Je reçois l'ancien magistrat Albert Lévy, qui est proche de Jean-Luc Mélenchon, et je reçois des gens qui sont de l'autre bord opposé. Mais peu importe, je m'en moque. C'est pas un tribunal, en fait. Je veux pas faire ce que je reproche aux médias de mainstream. Tu vois, voilà. Et quand je reçois les gens, ce n'est pas un tribunal. On n'est pas dans un prétoire. Je ne suis pas là, à un Ouais. moment donné, pour les accuser. Si je les reçois, c'est pour qu'ils s'expriment, qu'ils aient le temps de développer une pensée. Voilà. Après, quand D'accord. j'étais chroniqueur, c'est plus pareil. Là, on débat. Mais quand j'invite les gens, si je les ai invités, c'est que j'estime qu'ils ont des choses intéressantes à dire et donc je les laisse s'exprimer concrètement. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important. Et du coup, pour finir de répondre à ta question, c'est un média voilà, qui a énormément, intéressé. Et pour te dire une petite anecdote, avant de penser à Putsch, j'ai pensé à 49.3. Je voulais appeler mon média 49.3. Et en fait, c'est intéressant parce que j'avais choisi 49.3 et je suis allé, j'ai réservé donc le nom de domaine 49.3, je ne me rappelle plus ce que j'avais mis exactement, mais c'était 49.3. Elisabeth Et Borne l'avait déjà savoir, réservé, c'est ça? pas du tout. Ouais, tu vois, ça aurait pu être le cas. Ça aurait pu être le cas, mais même pas. Et en fait, je l'ai réservé et une semaine après ou 10 jours après, je reçois un mail en me disant non, ce nom de domaine contrevient à la législation française. Voilà. Donc on m'a même pas, je crois qu'on m'a même pas remboursé. Ils ont refusé que je m'appelle 49.3. Voilà. J'étais quand même assez savoureux, puisqu'après, on a vu ce qu'il a donné avec Mamie Bah, Vapote, on en a eu 26 ou 27. Voilà. exactement. C'est bien, c'est très intéressant. D'ailleurs, ton expérience nous amène aussi une question qui est complètement dans le sujet, que je vais faire redescendre. On a Hydropossum qui pose la question, quel conseil Nicolas aurait à donner à des personnes qui auraient comme idée de créer également un média citoyen autogéré, créé par le peuple pour le peuple, avec aucune réflexion de ligne éditoriale sous-jacente, sachant que cela pose beaucoup de questions de légitimité au niveau intellectuel, gestion de l'image et beaucoup d'autres choses. Alors, la question est longue, Bah, mais c'est une grande question. C'est la grande question de l'engagement citoyen qui est très vivace depuis les Gilets jaunes. Moi, j'ai jamais vu ça. Il y a un nombre de collectifs. Alors, on ne parle même pas de la crise sanitaire, mais il n'y a pas que la crise sanitaire. Les Gilets jaunes ont essaimé dans le pays des énormes collectifs, des associations. Alors, pour créer un média, c'est toujours pareil. Alors, sans ligne éditoriale, ça va être compliqué. Parce qu'il va bien falloir, à un moment donné, choisir des gens, choisir une ligne. Comment vous abordez les sujets, comment vous abordez pas les sujets, mais c'est toujours intéressant. Et puis, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que vous pouvez même pas. Vous avez par exemple une question très simple, tiens, très technique que vous pouvez mettre en place en 2 minutes. Vous allez, moi, je suis sur la plateforme Substack. Je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs, dites-nous dans le chat si vous connaissez Substack. C'est une plateforme californienne et il y a de plus en plus de gens qui y vont. Moi, ça fait 2 ans que j'y suis. C'est une plateforme californienne. Alors oui, c'est américain, c'est vrai, mais alors elle offre une marge de manœuvre incroyable pour faire des posts, des vidéos, des petits
comme ça, c'est gratuit, vous pouvez me proposer des abonnements et c'est-à-dire que là, vous avez vraiment la liberté totale de faire ce que vous voulez, de reprendre des articles, de ne pas reprendre, d'écrire des posts, de faire des vidéos, je l'ai dit, des podcasts avec très peu de moyens et typiquement, ça, c'est déjà le début d'un média. Et il faut savoir que les Substack, on en a de plus en plus. Moi, j'étais un des premiers en France à en avoir un. Aujourd'hui, je crois que j'ai près de 5000 abonnés. Je fais 150 000 visites par mois sur le Substack. Il y a des gens qui s'abonnent aussi pour soutenir, parce que c'est ça aussi, c'est le soutien. D'ailleurs, je suis rentré dans le top 50 des Substacks d'actualité politique dans le monde. Il y a 70 000 newsletters. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on peut y faire plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut commencer à toucher du doigt le journalisme. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que Substack, ça permet, cette question est intéressante, mais rien Substack, ça vous permet, à un moment donné, de dire, bah, tiens, je vais bien ouvrir mon Substack. C'est très simple, hein, tout est fait déjà préformaté, enfin, il n'y a pas de code, il n'y a rien. C'est vraiment ultra simple. C'est comme faire un post sur Facebook. Hein. Vous pouvez mettre des images, c'est vraiment génial. C'est très simple d'actualisation. Et déjà, commencez à faire 4-5 posts. Et déjà, de par vous-même, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà une ligne éditoriale. D'accord. C'est ça qui est Ouais, intéressant. c'est toujours dangereux en fait les systèmes qu'on veut mettre en place en gros avec liberté maximale, pas de ligne des. On le voit sur certains Discord, on dit bah voilà c'est la Ouais. liberté, mais le problème c'est qu'avec trop de liberté et même sans modération d'un Discord, eh bien au bout d'un moment on peut plus s'en sortir quoi. Ou alors on n'a plus le droit d'interdire quoi que ce soit, on n'a plus le droit d'interdire de dire et on s'en aperçoit aussi par expérience que je pense que comme pour un média ou finalement un forum comme un serveur comme un Discord, il faut à un moment pouvoir mettre des règles aussi si on veut que ça avance, quoi, ou du moins Oui, qu'on et puisse puis, être visible et audible. Et parce que finalement l'humain revient un petit peu au galop et on finit les uns les autres, comment on finisse par se taper dessus aussi, quoi. non, mais c'est surtout, tu as raison, mais c'est surtout, en fait, il faut que se structurer intellectuellement. Il faut s'armer intellectuellement. Il faut être structuré, parce que quand on est structuré intellectuellement, qu'on peut à un moment donné faire ce travail-là, on a de la répartie, on a de la rhétorique, on devient redoutable. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. L'excès, c'est très bien. Moi, parfois, je suis excessif, je suis énervé, on le voit dans mes lives, on me le dit souvent et ben, ça passe plutôt bien. Mais je veux dire, au-delà de ça, parce que je suis comme ça, mais je pense que le plus important, et je sais que les gens qui sont là et qui regardent, qui sont sur ce Discord et autres, le sont aussi. Le truc, c'est que nous, si on existe, Christophe, c'est que nos médias à nous, c'est que notre boulot, c'est d'informer autrement, mais surtout de donner des clés, tu vois, aux gens pour mieux comprendre les sujets. Voilà. Oui, Parce que soyez redoutables, soyez féroces, comme dit l'ami Alexis Poulain. Soyez féroces, mais être féroce, ça ne veut pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Être féroce, c'est être impitoyable dans votre capacité de comprendre les analyses et de comprendre certains sujets. Voilà. Et pas sur tous les sujets. Moi, j'ai des sujets qui ne m'intéressent pas ou que je ne connais pas et je ne vais pas en faire profiter les gens. Je n'ai pas envie des gens de m'en faire profiter moi-même. Je m'auto-soule tout seul d'en parler, donc autant te dire, je ne vais pas en faire profiter mes followers ou ma communauté. Mais soyez impitoyables. S'il y a des sujets qui vous passionnent, mobilisez du temps. Je sais que c'est chiant parfois et que c'est long, mais mobilisez du temps pour mieux apprendre, pour vous construire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quand vous discutez avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous ou qui sont totalement inaccessibles sur certains sujets, mettez-vous toujours en position de devoir leur répondre, ou de devoir leur expliquer ou de devoir les convaincre. Voilà. Et pour en revenir à l'idée du média citoyen, commencez déjà par Substack et vous allez voir, je le répète, qu'au bout de 3 ou 4 posts, vous allez voir votre ligne éditoriale, en fait, vous allez l'avoir de suite. Parce que même si vous estimez que c'est le pluralisme des voix, vous avez raison. Mais vous allez voir que c'est très intéressant et puis ça va vous apprendre aussi à faire des posts, à réfléchir à comment écrire un article. Parce que même si vous voulez faire un post, il faut toujours garder une certaine structure. Et c'est à force d'écrire qu'on comprend. Et donc, c'est ça qui est bien chez les citoyens aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de citoyens, ça nous change des autruches et les tubes digestifs. Il y a de plus en plus de citoyens et beaucoup de gens dans les conférences que je fais de mes livres se rendent compte que les gens me disent, mais moi, j'essaye, je cherche, je lis des livres, je vais acheter ces bouquins-là, le mien et d'autres, et heureusement d'ailleurs, le mien et d'autres pour mieux comprendre ce sujet-là, sur la finance, sur l'Union européenne, et sur d'autres sujets, peu importe, sur la santé, tout ce que vous voulez. Et en fait, il y a énormément de gens, moi je le vois, qui sont en train de s'aguerrir. Vraiment, ils sont en train de s'armer intellectuellement, soyons clairs, s'armer intellectuellement. C'est-à-dire qu'ils mobilisent du temps personnel pour mieux comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, moi c'est pareil, hein. Franchement, on va pas se la raconter ici. Moi, parfois, je lis des trucs, bon, je le relis 3 fois, ou j'essaie de trouver des trucs annexes, parce que tout n'est parfois pas limpide ou accessible. Donc, comme vous, hein, j'ai une intelligence tout à fait basique et minimale. Et comme vous, eh ben, j'essaie parfois je ne comprends pas, donc j'essaie de travailler, d'aller ailleurs et d'aller chercher d'autres sources. Mais après, quel bonheur aussi de comprendre les sujets. Quel bonheur de poser une analyse. Vous
voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on devient véritablement redoutable. J'insiste sur le mot redoutable parce que c'est très compliqué aujourd'hui de venir vous chercher sur ces sujets-là et surtout que ça permet aussi pour vous, et ce que je parlais tout à l'heure, la littérature qui épaissit intellectuellement et personnellement, même intimement quelqu'un, la recherche de l'information et le fait de lire des bouquins fondateurs, ce que j'appelle des articles fondateurs ou des livres fondateurs, ça vous permet aussi de vous donner de l'épaisseur, littéralement, et d'être vraiment, pas incollable, parce qu'on n'est jamais incollable, c'est pas vrai, mais au moins d'avoir cette capacité de réflexion, de réaction et souvent de conviction. Et ce qui vous permet aussi d'avoir l'arme ultime, c'est la persuasion. Voilà. D'accord. Alors par contre, tu es d'accord avec moi et moi le premier, et je pense qu'on est beaucoup concernés, le temps que l'on passe sur les écrans, en fait, l'absorption, de notre intérêt, de notre intellect sur les écrans, a beaucoup encore fait qu'on a beaucoup négligé la lecture, beaucoup les livres et quand on a besoin justement de s'épaissir intellectuellement, comme tu dis, en se mettant dans les ouvrages, est-ce que toi, personnellement, tu as des conseils justement pour lâcher les écrans et pour revenir à la lecture? Ou est-ce que c'est lié à ce qu'on lit? Est-ce que c'est lié au moment où on lit? Personnellement, toi, comment tu gères ça? Parce que tu es forcément aussi beaucoup devant les écrans. Oui, ben forcément, hein, forcément, c'est sûr et certain, mais je veux dire la lecture, mérite du calme. La lecture, c'est vraiment une voie intérieure qui se déroule en nous et puis la lecture n'est que profitable quand elle est silencieuse et qu'on est aussi en capacité de noter. Moi, j'ai tous mes livres là, je les ai pas à portée de main, il faudrait que je fasse 2 mètres pour les récupérer, mais mes livres sont littéralement saccagés. J'ai souvent 2 ou 3 crayons gris dans chaque bouquin. Je corne les pages, je mets les post-it parce que j'ai besoin d'y revenir et combien de fois, souvent, quand je discute avec des amis qui sont à la maison, je parle d'un bouquin avec certains, pas tous, mais avec certains et il arrive très régulièrement que je retourne à la bibliothèque pour aller chercher tel livre que je sais qu'il est là et que je sais qu'il y a post-it là pour monter un truc, enfin, parce que moi je suis passionné de littérature. Moi je ne vis pas sans livre, bon, chez moi, j'ai une bibliothèque, il y a 4000 bouquins, tu vois, donc j'adore ça. Je peux pas vivre sans les bouquins, en fait, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il y en a partout dans la maison, vraiment partout dans la maison. Voilà, c'est comme ça. Il faut que j'ai toujours des bouquins à porter. Là, pour le coup, non, parce que j'ai un studio, comme vous avez vu, j'ai un studio rapide, fermement fait, donc j'ai tout à côté. Mais dire par là, c'est que c'est très, très important. Et la lecture, pour répondre à ta question, la lecture mérite du silence. La lecture mérite de se poser. La lecture mérite d'avoir son portable très loin, idéalement en mode avion pour pas avoir aucune notification. Et ne lisez pas 4 heures d'affilée, lisez 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais vous lisez proprement, vous lisez profondément là-dessus et vous notez ce que vous ne comprenez pas. Moi, tu sais ce que je fais, mon père me l'a toujours appris. Par exemple, il y a encore aujourd'hui, et heureusement, il y a des mots, franchement, que je ne maîtrise pas. Il y a des mots que je ne maîtrise pas. Il faut être clair. Donc, ce que j'ai, c'est silence, pas de téléphone, un stylo et surtout un dictionnaire à côté de soi, toujours. Et idéalement incarné pour noter les mots que vous ne comprenez pas et noter la définition derrière. Comme les gosses, je suis un vrai gosse. Il n'y a qu'avec la graphie que moi je retiens les choses. Et donc je note des mots. Il y a des mots parfois, ça m'arrive, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou du moins je vois un peu, mais c'est pas précis. Et il faut que ça soit précis pour moi. Et donc, je vais noter avec un crayon gris, j'entoure, je m'évoque, comme ça, un vocabulaire sur le livre. Et après, je vais au petit Robert et je note le mot et je recopie, en fait, comme un gosse, je recopie la définition. Voilà. Et ça même si ça dure un quart d'heure, 20 minutes, vraiment. Il faut savoir quand même en France, aujourd'hui, en moyenne, nous tous, collectivement, on passe 3h42 devant tous les écrans confondus. 3h42 par jour. Alors, quand vous avez des gens qui me disent, ouais, j'ai pas le temps de lire, il faut arrêter de se foutre la gueule du monde, quoi. Tu passes quand même 3h42 par jour sur les écrans. Sur TikTok, sur Instagram, je sais pas, sur YouTube, sur Facebook, pour regarder des conneries. Mais je suis le premier à le faire, hein. Je veux dire, je me mets premier de la liste, hein. Faut pas croire aussi que je suis un moine bénédictin, hein, que je suis en robe de bure, avec un missel, un carnet, un livre et que je fais ça toute la journée. C'est pas vrai. Faut pas se leurrer. La vérité, c'est qu'il faut pas se leurrer. Mais j'essaye, à un moment donné, aussi de mobiliser du temps pour ça. Voilà, un quart d'heure, 20 minutes, il ne faut pas me faire croire que il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire, hein. Alors, je parle effectivement, une nouvelle fois, je veux préciser le propos parce que j'avais précisé dans Lettres aux autruches au tube digestif. euh, il y a une partie de la population qui est concassée. Je connais pas mal de mamans isolées, de mamans célibataires. Je veux dire, le soir, avec des gosses à la maison, quand vous êtes seul et que tu galères du niveau fric et que tu dois faire à manger à tes gamins et que tu dois machin, tu peux pas. Enfin, il faut quand même avoir une conscience de la réalité aussi. Mais la classe moyenne aujourd'hui qui arrive encore un peu à s'en sortir, là, ce que j'appelle les autruches à tube digestif, ceux-là, s'ils veulent pas mobiliser un quart d'heure par jour, 20 minutes par jour pour lire, ne serait-ce qu'un article de presse, par exemple, tu vois, il y a plein de choses. Manifestement, c'est qu'ils ne veulent pas, parce que ça les intéresse pas. Voilà. Donc, ça, après, c'est toujours pareil, c'est la volonté personnelle. Mais tu sais, mon père dit souvent,
apprendre, c'est chiant. Apprendre, c'est chiant. Vraiment. Mais oui, parfois c'est pénible parce qu'on ne comprend pas, parce que c'est du temps, parce qu'aujourd'hui on est toujours sollicité partout, les téléphones portables, les notifications sur les ordinateurs, sur les machins. Alors c'est pour ça qu'il faut s'isoler. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus sexy de se boire un petit verre de pinard au soleil. Mais alors parfois je fais souvent les deux. Moi, je bois un verre de pinard au soleil. J'ai Tu peux toujours, prendre un bouquin, un petit j'ai verre de toujours un rosé, livre. et puis voilà. J'ai toujours un livre avec moi. J'ai toujours un livre avec moi. Je vais toujours un bouquin avec moi. Toujours parce que je me dis, si jamais à un moment donné, je dois attendre quelque part ou machin, j'ai un livre avec moi, que ce soit chez le dentiste, chez le doc, chez le machin, c'est chi, j'ai toujours un bouquin avec moi. Toujours. C'est la première chose à laquelle je pense. Et quand je pars, que je m'éloigne de chez moi, j'en prends beaucoup trop, je prends 3-4 bouquins. Alors que je sais pertinemment que je vais en ouvrir un hein, et que j'en lirai 20 pages. Mais j'ai toujours 3-4 livres avec moi. Voilà, bon, ça me prend une place C'est folle, rassurant, mais je veux pouvoir choisir. Je veux tu pouvoir fais partie choisir, des c'est tout. gens, Hein. tu fais partie des gens que ça rassure de partir avec 3-4 bouquins, en fait. Tu te sens bien quand tu Ouais. emmènes tes En bouquins. fait, c'est même pas que ça me rassure, c'est que horreur de perdre mon temps. Mmh. Donc ça, non, mais c'est une bonne Et leçon, je regarde dans le crois. train, tiens, parlons du train. Moi, je prends le train très souvent, parce que je fais le Sud-Paris, je vais très souvent. Quand je regarde dans le train, il y a combien de gens qui lisent des livres? Très peu, ouais. Parce que je suis un addict au café, pas au mouchoir, hein, je suis pas addict au mouchoir du tout. Ça m'a jamais branché, mais en plus jamais pour le coup. Et par contre, je suis addict au café. Alors souvent, je vais une ou deux fois dans la voiture bar sur un trajet de 3 heures. Je vais une ou deux fois sur la voiture bar et à la voiture bar. Et généralement, je traverse un ou deux ou trois wagons. Mais je regarde énormément ce que font les gens. Il y a très peu de gens qui lisent, mais c'est même infinitésimal. Alors, me dis pas qu'à ce moment-là, au lieu de regarder une série de Netflix débile, ils peuvent pas se mobiliser, ne serait-ce que 20 minutes dans le train. Il y a 3h25 entre Montpellier et Paris. Hein. Ne me dis pas qu'ils peuvent pas se mobiliser 25 minutes pour lire un bouquin ou un article. Non, les 95% des gens, moi, enfin peut-être un peu plus, ne lisent pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, là, dans ces trains-là, malheureusement, c'est terrible. Tu as encore des gens, enfin, je veux dire, il y a des gens qui on peut considérer comme la classe moyenne ou classe moyenne supérieure, parce que le train est tellement cher aujourd'hui, il faut quand même se le dire. Eh ben, on se rend compte que même eux, qui seraient notamment, là pour pouvoir dégager du temps et avoir un peu de pognon et le temps nécessaire pour pouvoir un peu s'éduquer ou du moins se cultiver, ils le font pas. Ils le font pas. Et moi, je suis toujours effaré hein, quand je suis dans le train, le nombre de gens qui passent 3h30 sur le portable, mais c'est hallucinant. Mais on est dans un asile de fous. Ils passent 3h30 sur le portable. Et le train n'est pas parti, ils sont déjà sur le portable. Hein. Et ils le rentrent que quand on dit arrêt, nous arrivons à. Tu vois mais tu vois, à un moment donné, je veux dire, on peut me dire, il ne faut pas généraliser, mais je le prends quand même assez souvent et je me fais toujours la réflexion. Quoi. Le nombre de gens qui ont le portable ouvert pendant 3h30, c'est absolument colossal. Et là, je veux dire, il ne faut pas me faire le coup, ils n'ont pas le temps. Quand je vois ce qu'ils font, manifestement, ils pourraient faire autre chose. Hein. Manifestement. Donc, soit il y a ceux qui Et dorment, soit il y a ceux qui soit il y a ceux qui regardent Netflix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des séries. Alors, moi, je l'ai eu fait aussi, parce qu'il y a des jours, quand je rentre de Paris, j'en ai plein les chaussettes, et c'est vrai que ça m'arrive rarement tout de même. Mais j'ai toujours un bouquin avec moi pour essayer d'avancer sur une lecture. Voilà. d'accord. Pour finir sur cet aspect littérature, justement, on avait une question tout à l'heure de War Single qui nous dit, auriez-vous des normalement, c'est une question qu'on pose à la fin, mais puisqu'on est dans la littérature, on va en parler, dans les livres. Auriez-vous des livres particuliers qui vous ont beaucoup apporté, à part les vôtres? Ouais, bah oui, mais bah heureusement, parce que non, franchement, il y a des livres qui ont été plus fondateurs. Mais ouais, non, bien sûr, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Là, celui dont je parle très souvent, c'est le livre de Patrice Guéniffé. C'est un historien qui est blacklisté parce que c'est l'antithèse de Patrick Boucheron. Et je vous invite à vraiment découvrir Patrice Guéniffé. Patrice Guéniffé, il a écrit, il a dirigé un livre chez Plomb-Perrin, donc je répète bien les références parce que je vous sais avait en train de noter les références. Oui, C'est chez Plomb-Perrin. on mettra aussi, en bas de la vidéo. Ouais, ouais. Patrice Guéniffé, chez Édition Plomb-Perrin, il a écrit Révolution française au pluriel. Révolution française au pluriel, c'est un bouquin qui doit faire 300 pages. Et il D'accord. a réuni autour de lui des historiens de grands talents. Et comme ils sont de grands talents, ils ne passent pas sur le service public, vous l'avez bien compris, parce que ça, c'est antinomique aussi d'être de talent et de passer sur le service public, par exemple. Là, ils ont reçu Ophélie Winter hier ou avant-hier sur C'est à vous. Donc, autant te dire que c'est pas Patrice Guéniffé, quand même. Voilà. Ou alors, je ne sais pas quel humoriste, là, bon, peu importe. Et ces gens-là sont intéressants parce que la réalité, c'est que Patrice Guéniffé t'explique en fait le cheminement. Ils ont pris plusieurs périodes de l'histoire, depuis le XIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent qu'à un moment donné, comment se sont fait les révoltes populaires et les jacqueries. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que les jacqueries, les révoltes populaires et les révolutions répondent toujours au même schéma.
Et c'est pour ça, par exemple, ce livre-là t'éclaire énormément sur les gilets jaunes, t'éclaire énormément sur la révolte des agriculteurs. Alors, je parle des vrais agriculteurs, je ne parle pas des Arnaud Rousseau qui rentrent en fanfaron avec le drapeau français dans Paris devant l'Assemblée nationale et qui, au bout de 12 heures, disent bon, allez, c'est fini la manif. Allez hop. Oui, Je parle vraiment de ça. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin-là, c'est que même quand on lit une révolte, Jacques Le Croquant ou les tapissiers de Paris ou Étienne Marcel, d'ailleurs, Étienne Marcel, c'est un cas d'école sur. Ça se rapproche totalement des Gilets jaunes. On comprend mieux quel est le ferment d'une révolte populaire et on comprend mieux pourquoi une révolte populaire parfois réussit et pourquoi échoue. Et pourquoi elle échoue. Et c'est pour ça que typiquement, alors il y en a plein de livres, mais je pense à celui-ci parce que c'est intéressant. Après, il y a il y a toute une série de bouquins, je pourrais en donner des titres, mais il y a vraiment des bouquins qui sont extrêmement intéressants, que moi je sais que c'est des bouquins fondateurs, que j'ai besoin d'avoir. Là-dessus, il y a énormément de livres qui sont super passionnants. Regarde par exemple, tiens, un livre que j'aime beaucoup aussi, et un auteur que j'aime beaucoup, un juriste que j'aime beaucoup, Marc Andevelde. Marc oui, Andevelde qui a écrit Le Grand Manipulateur sur Macron, de mais Macron, c'est oui. un bijou. C'est un bijou. Marc Andevelde est le meilleur journaliste dans sa catégorie. C'est pour moi le meilleur journaliste sur Macron. Marc Andevelde écrit très bien. Les enquêtes sont très fouillées. Et Marc Andevelde, il faut lire Le Grand Manipulateur. D'ailleurs, il faut lire tout, Marc Andevelde. Pour comprendre Macron, les combines, les conflits d'intérêts, et les comptes de campagne aussi, parce que là aussi, il y a énormément de choses. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on n'en parle pas le plus de Marc Andevelde aujourd'hui, parce que ce que les gens se posent notamment sur l'Algérie et consorts, Marc Andevelde a déjà beaucoup travaillé sur le sujet et toutes les réponses sont dans ses livres. Voilà, mais il n'est pas invité, comme de par hasard, il n'est pas invité dans les médias, lui aussi. Eh ben, Et Marc Andevelde, on l'invitera peut-être sur Discord alors. ouais, mais il est vraiment passionnant, Marc Andevelde, et c'est vraiment un bon gars en plus. Moi, je l'avais su sur Twitch il y a quelques années, on avait fait un grand Oui, entretien vidéo. Et c'est vraiment, moi, quand j'invite à savoir un truc sur Macron, d'ailleurs, il est sur Substack, Marc. Marc est sur oui, Substack, donc typiquement, d'accord. abonnez-vous au Substack de Marc Andevelde, au mien si vous pouvez aussi. Mais typiquement, en plus, il balance pas mal d'articles maintenant. Comme il est parti de pas mal de médias, notamment de Marianne, il publie pas mal d'articles sur son Substack. Et certains sont en lecture gratuite. Donc, ne vous privez Oui. pas, chers amis, ne vous privez pas. Allez-y, allez-y. Et il est très bon sur la Macronie. Il éclaire bien la Macronie, Marc Andevelde. Voilà, donc typiquement, j'en donne deux comme ça à la volée, parce qu'on pourrait passer 1 heure et demie. Mais voilà, il y a des livres qui sont très, très intéressants. Après, bon, il y a toute une série de bouquins qu'il faut avoir lus. Mais bon, il faudrait faire une liste, et il y en a tellement que Non, mais ça déjà, me- tu nous en donnes deux, c'est Ouais, super. Je suis content qu'il y ait Marc ouais, dedans parce que c'est vrai que moi, j'ai vu très tôt, hein, dès oui, 2017-18, il écrivait sur Macron. ouais, C'était un des premiers vraiment à ouais. descendre le système Macron et j'ai trouvé ça très intéressant déjà à l'époque. Mm. On a encore une question de l'Irlande qui nous dit la censure et l'invisibilisation des médias indépendants comme le vôtre semblent en France de plus en plus fortes. Comment pensez-vous que cela Ah puisse être contré et surtout rétabli? ah ben là, il n'y a que vous. Il Il n'y n'y a a que que nous. vous. Mais il n'y a que les utilisateurs, il n'y a que les followers, que les communautés qui peuvent faire quelque chose. Moi, il faut quand même savoir que quand je suis en 2020, quand je suis une des premières chaînes, pas la première, mais une des toutes premières chaînes à parler du Covid en avril 2020 sur ma chaîne YouTube, je fais des lives entre 15 et 20 000 personnes. Je fais 4 ou 5 000 abonnés par jour sur ma chaîne YouTube. 4 ou 5 000 abonnés par jour entre 15 et 20 000. Ah oui. Voilà. Et après, eh ben, il s'est passé que ils m'ont laissé tranquille 4-5 mois. J'ai fait une vidéo avec Idriss Aberkane, un soir, notamment sur Pfizer. Et la vidéo est arrivée, je crois, je sais plus exactement, en moins de 12 heures, elle est arrivée à plus de 260-270 000 vues. Et Idriss m'envoie un texto quelques heures après, il me dit: t'as vu, Nico, la vidéo a été supprimée. Effectivement, la vidéo a été supprimée. J'avais reçu un mail qui était dans mes spams, bon, peu importe. Ils ont supprimé la vidéo. Et à partir de ce moment-là, ça a été la descente aux enfers, c'est-à-dire qu'on m'a supprimé 5 vidéos derrière, on m'a démonétisé, on m'a mis des avertissements. Donc moi qui avais quand même une des chaînes les plus actives avec énormément d'audience, eh ben, je me suis fait dézinguer. Je me suis fait dézinguer et ils m'ont invisibilisé et de 300, 400, 500 000 vues, ben, je suis passé à 100, à 80, à 60, à 50, à 100 et maintenant à moins de 10 000. Voilà. Et je vois que c'est le cas pour Alexis Poulain, je vois que c'est le cas pour Thinkerview également. Je vois que Thinkerview a encore été énormément shadowbanné. Et on est depuis Rémi aussi, que je salue, hein, Sky de Thinkerview, Alexis et Rémi, je les salue bien entendu. Mais on voit que tout ce beau monde est en train d'être voilà, tout est censuré. Ça fait plusieurs semaines que ça dure et ça commence à se renforcer. Et qu'est-ce que la solution? La solution, c'est vous.
La solution, c'est vous. La solution, c'est quand vous êtes sur YouTube, ben, vous le savez, c'est partager un maximum, diffusez-le. Mais je sais que vous balancez des WhatsApp, je sais que vous balancez des Telegram partout. Et puis surtout, en fait, c'est aidez-nous. Et puis maintenant, moi, je pense que le Substack, c'est aujourd'hui une voie intéressante. Je fais la promo parce que je trouve que cette plateforme est intéressante et puis elle est super facile d'accès. Donc sur Substack, on n'est pas encore blacklisté. Et tu vois, sur Substack, il y a quelques Substacks, dont le mien, considéré comme best-seller, où on peut maintenant faire des émissions en direct. Donc aujourd'hui, moi, j'ai lancé des émissions en direct pour mes abonnés premium. Donc maintenant, je vais arrêter, enfin, je vais pas arrêter YouTube, hein. Je vais continuer à faire du YouTube, mais je ferai des émissions un peu plus chiadées sur Substack pour les gens qui me seront mes soutiens. Et même s'il y a 100 ou 150 ou 200 vues, c'est pas grave. C'est pas grave. Dire à un moment donné, moi, ça fait un petit moment que je me fous concrètement que ma vidéo fasse 10 000 vues alors qu'elle en faisait 400 000 avant. C'est comme ça. On peut rien y faire. Moi, j'ai écrit à YouTube. Déjà, ils ont mis 3 ans à me délivrer le trophée parce que tu sais que quand tu passes les 100 000 abonnés, à une époque, YouTube t'envoyait le petit truc. Alors, ils t'ont envoyé. Et puis après, carrément, quand tu passais les 100 000 abonnés, tu étais carrément invité chez YouTube à Paris et on te faisait pas une réception, mais il y a une petite remise de trucs avec une petite coupe de champagne. Ouais. Moi, j'ai passé les 100 000 abonnés. Je suis arrivé à 120 000, 130 000, 140 000. Là, je suis pratiquement à 150 000 maintenant. Bon, j'ai été censuré à mort. Eh ben, ils m'ont envoyé le trophée il y a 3 ou 4 mois. 3 ans après. Alors que ça fait 3 ans qu'ils me disent non, non, votre chaîne ne respecte pas les standards de la communauté. Maintenant, il y a une commission indépendante sur YouTube, commission indépendante déjà, c'est pas mal, sur YouTube qui finalement estime que on ne peut pas vous décerner le trophée parce que votre chaîne ne correspond pas aux standards de la communauté. Voilà. Donc et là, il y a 2 mois ou 3 mois, ils se sont réveillés, ils me l'ont envoyé, je sais pas pourquoi. Je sais pas, donc j'ai ce truc-là, je m'en fous. Quoi. J'ai pas mieux dormi avec le trophée YouTube de 100 000, hein, j'ai envie de te le dire. Mais il y a une véritable invisibilisation. Donc c'est à nous d'être beaucoup plus malins, c'est à nous à être sur tous les réseaux, c'est à nous d'être plus sur les supports, et c'est à nous aussi, il faut le dire, à pouvoir donner des contenus à forte valeur ajoutée à nos abonnés, à ceux qui s'abonnent, parce que franchement, moi je peux le dire, hein, j'ai une enveloppe, tiens, je ne sais pas si elle est par là ou quelque part par là, parce que c'est intéressant, parce qu'il faut quand même vous vous rendre compte, je ne sais pas, par là, peu importe, on s'en fout. J'ai une enveloppe où je reçois, moi, tous les jours, pas tous les jours, mais presque tous les jours, des courriers, des lettres de gens qui nous suivent, qui me remercient, qui m'envoient plein de messages, qui m'envoient des cartes postales, qui m'envoient des trucs. Et ces gens-là, c'est vous, en fait, qui nous aidez. Et il y a le don, hein, mais il y a l'abonnement, mais il y a aussi le fait de partager un maximum. Et ben, moi, j'ai envie aussi, par rapport à ces gens, d'une part pour le soutien et d'autre part aussi pour leur donner contenu, et ben, maintenant d'aller sur d'autres plateformes comme Substack ou Patreon ou d'autres, peu importe, comme c'est le cas avec d'autres copains qui ont fait d'autres choix, et ben, d'aller sur d'autres plateformes, que si jamais on est coupé sur YouTube, on peut aller sur d'autres plateformes et donner du contenu et remercier aussi les gens qui ont fait des dons, qui se sont abonnés avec des contenus à haute valeur ajoutée. Et même si je fais 100 ou 150 vues ou 112 vues, je m'en fous en fait, parce que les 100 personnes qui sont revenues, ils auront énormément pris de choses. C'est évident. Voilà. Mais on est obligé de fonctionner comme ça. On n'a pas d'argent public, nous, hein, les amis, hein. Nous, Et on ne c'est pour ça, reçoit oui, pas de je pense subvention. que tout ce que vous êtes, je pense aussi à Éric Morillo Ouais. avec Les Incorrectibles, qui Ouais. était finalement Ouais. une partie de son émission, Bien sûr. gratuitement, et puis la deuxième Bien sûr. partie, on est obligé d'aller sur la plateforme, et ça se comprend. Ben, Hem, de toute façon, on peut pas faire autrement. On n'a pas de subvention publique, nous. Bien Dire, sûr, et nous, on puis n'est pas les médias comme Le Monde ou Figaro à palper 15 millions d'euros par an, hein. Donc, nous, s'il n'y a pas d'abonnés, pas de donateurs, pas de gens qui s'abonnent au truc, eh ben, on vit pas. En fait, non, mais on ferme. C'est-à-dire qu'on va disparaître. Et on va disparaître. C'est-à-dire on n'émettra plus jamais et on n'aura plus de titre, plus rien. Parce que je peux t'assurer qu'ils nous emmerdent à mort. Ils nous emmerdent à mort. Parce que ça c'est les coulisses. Mais je veux dire, ils nous emmerdent à mort, hein. Ça, c'est une catastrophe, hein. Voilà. Nous, on a aujourd'hui l'angoisse, et comme tous les copains, on a l'angoisse aujourd'hui de la boîte aux lettres du mail, hein. Faut le savoir, hein. oui, bien sûr. On a Justement, ça l'angoisse de la m'amène boîte aux lettres du mail, hein. Voilà, faut le par rapport savoir. à cette angoisse, dans les moments que tu as Ouais. traversés avec Pulse Media, aussi bien, donc il y a eu des moments de joie, des moments de défi, des moments, quels sont les moments les pires peut-être, dans cette expérience où tu dis: «Ouais, j'arrête tout, je laisse tomber», ou alors bon, ça a pas l'air d'être dans ton caractère de laisser tomber, mais est-ce qu'il y a des Non. moments où tu t'es dit: «Ça en vaut plus la peine»? Ouais, ça a été plus avant que je passe quand j'étais sur BSN News, je pense. Putsch, il y a des moments qui sont difficiles parce que tu travailles beaucoup, parce que tu fais beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est un sacrifice parce qu'en termes de temps, c'est colossal, hein. Les journées peuvent faire 15, 16, 17 heures. Euh, Beaucoup de fatigue aussi parce qu'on sort aussi beaucoup en manif, mais
C'est désespérant, moi je l'ai vécu surtout avec BSC News à l'époque, c'est-à-dire que j'essayais de faire du contenu, qui était, que j'estimais être valable en culture et surtout apporter une plus-value, des gens qui passaient nulle part et c'est vrai quand tu te dis: tu bosses 12-13 heures, 14 heures par jour et que tu arrives pas à monétiser et que les gens s'abonnent pas parce que le site était mal foutu, les trucs d'affaires je bricolais, c'était du bricolage. C'était du bricolage parce que ça a l'air de rien, mais quand tu veux que les gens s'abonnent et tout, il faut quand même à un moment donné avoir des sites bien fait, avec des paiements sécurisés. Puis il y a des gens aussi qui veulent pas payer en carte bleue, ce que j'entends tout à fait. Il faut pouvoir proposer le chèque, il faut pouvoir avoir un compte en banque. Enfin, tu vois, il y a quand même une infrastructure à avoir avec nos petits moyens qu'on propose. Et c'est vrai qu'au début, ben, quand tu bricoles et tout, ben, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai qu'avec BSC News, à 2 ou 3 reprises, j'ai failli arrêter, ouais. J'ai failli arrêter parce qu'il y a des soirs où je me disais, mais en fait, ça sert à rien ce que je fais. Je bosse jusqu'à 3 ou 4 heures du matin et je me casse la nénette pour pas dire autre chose avec des interviews. Et finalement, derrière, ben, je suis en train de payer pour travailler. Voilà, parce que tu payes ton site, parce que tu payes ton truc, parce que tu payes ton mi. En fait, tu gagnes pas d'argent et tu sors de l'argent pour continuer à travailler. Mais ça remonte un peu. Mais je dis pas qu'avec Putsch ça a été facile. Hein. Putsch a été très compliqué. Bon, voilà, il y a plein de démarches administratives à faire. Bon, moi, il faut quand même savoir que j'ai été cambriolé 2 fois aussi. Donc, bon, tu vois, il y a quand même des trucs qui arrivent, quoi. Il y a quand même des trucs qui arrivent. Ces mecs, Ouais. ces gens te l'a jamais. Ces gens te l'a jamais. Je veux te dire, quand moi, Putsch, ce qui m'a plus emmerdé, c'est la chaîne YouTube. À un moment donné, maintenant c'est passé, mais je te l'ai dit, quand tu fais 5 ou 6 000 abonnés par jour, que tu allumes ton YouTube, tu fais une vidéo à 300-400 000 et qu'au bout d'un moment, que 6 mois, 8 mois après, tu fais même pas 100 000 et que un an après, tu fais moins de 50 000 et que maintenant tu fais moins de 10 000. Bon, pas parce que ton contenu est pourri, tu fais le même contenu, tu as plus d'abonnés, mais parce que ta chaîne est invisibilisée. Les vidéos, en fait, les gens ne reçoivent pas les notifications, les gens sont désabonnés. Et quand ta vidéo sort, elle est pas du tout poussée, elle est invisibilisée. Donc à une époque, mes vidéos sortaient de suite. Donc il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas abonnés qui la voyaient sur des sujets qu'ils aimaient. Et donc la vidéo pouvait faire très rapidement. Et quand il y a beaucoup d'abonnés, eh ben, ces gens, pour la plupart, découvrent ta chaîne, découvrent ton média. Donc soit te font un petit don, soit s'abonnent à ton média Putsch, soit ils s'inscrivent à la newsletter, soit ils te font un don, soit ils s'abonnent aux médias. Et donc, de fait, ça te permet aussi de monétiser. Parce que si on t'invisibilise, finalement, les gens qui sont abonnés te connaissent, mais ceux qui ne te connaissent pas et qui pourraient être intéressés par ton contenu ne te voient plus. Et on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire des campagnes comme certains à 10 ou 100, enfin, à 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois pour être sur tous les réseaux, pour faire de la grosse com. On n'a pas les moyens de faire ça. Donc l'invisibilisation, en fait, c'est de l'étouffement économique. L'invisibilisation, c'est pour ça qu'on me le demande dans le live, dans le chat. Mais l'invisibilisation, en fait, c'est pas tellement d'être vu, mais c'est aussi l'étouffement économique. C'est-à-dire que vous renouvelez pas vos abonnés, votre communauté. Donc, vous avez sur la même communauté, vous avez des gens qui s'abonnent parce qu'ils sont ultra fidélisés et qu'ils ont conscience qu'à un moment donné, s'ils ne nous aident pas, on va crever. Et puis, il y a aussi des gens qui sont très fidélisés, mais qui n'ont pas les moyens de t'aider. Enfin, il faut être clair aussi. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'abonner aussi. Nous, on en a des gens qui se désabonnent pas parce qu'ils n'aiment pas. Ils me disent, mais j'aimerais continuer à abonner, de faire un don, mais j'ai plus de thunes, en fait. J'ai plus de thunes. Je peux pas. J'aide déjà machin, j'aide Toxin, j'aide toi, j'aide ci, j'aide mi. Et je peux pas aider tout le monde. Et je l'entends. Moi-même, je peux pas aider tout le monde, concrètement. Et justement, Et puis après, est-ce que dans ces médias indépendants et ouais. ces médias alternatifs, on n'arrive pas aussi à une forme de saturation, tu vois? Une pléthore, d'offres, ils ont trop d'offres qui font que les gens, bah, effectivement, à un moment, ils sont obligés de choisir et puis c'est au détriment il y a une forme de marché qui se met en place, quoi. Ben, il y a forcément toujours un marché qui se met en place, mécaniquement, naturellement, qui se met en place. Et puis, une nouvelle fois, la crise économique joue énormément. Parce que la crise économique joue énormément. Il y a une partie des abonnés qui se désabonnent. Et pas que chez moi, hein, parce qu'ils n'ont plus les moyens. Moi, ils me le disent. Mon mail me dit, je peux plus m'abonner. J'ai plus d'argent. Je suis en galère. J'ai perdu mon boulot. J'ai perdu ci. Ma femme a perdu son boulot. Voilà. Et je suis à la retraite et j'ai une petite retraite. Donc, je peux plus t'aider. Et je l'entends. Et je l'entends. Donc, si à un moment donné, tu es invisibilisé, tu peux pas à un moment donné agrandir ton audience parce que plus tu agrandis ton audience, plus tu as d'abonnés et plus tu as d'abonnés, ça nous renforce de pouvoir être plus fort et surtout traiter de beaucoup de sujets parce que souvent on me dit ouais Nico, t'as pas parlé de ça. Mais moi j'aimerais en parler. Mais si je veux dormir 3-4 heures par nuit, Oui. je peux pas parler de tout en fait. Parfois on me dit ouais mais t'as pas parlé de ça et tout. Mais ouais, j'aimerais en parler en fait. Mais je peux pas parler de tout concrètement. Tu vois ce que je te dire. Voilà, là, voilà, il y a des trucs en ce moment. Tu vois, je suis en train de travailler sur un article que je publierai demain matin à la une de Putsch Media, pas de Substack mais de Putsch Media, notamment qui nous vient des États-Unis sur ce que Brigitte Macron a dit à Macron juste après lui avoir foutu une paire de bouffe. C'est pas sorti dans la presse. Voilà, donc ça, Intéressant. on travaille dessus C'est et ça c'est où, à sortira quelle demain heure? matin. À quelle heure demain matin?
Oh, ben, ça sera vers 7h30, 8h, ça sera la une. 7h30, 8h? Voilà. Bon, dans ce cas-là. Voilà, donc on va balancer ça. Donc, et ouais, là, bien sûr, on va le faire en abonné, en abonné pour les abonnés de Push, parce que ceux qui sont abonnés, il faut aussi qu'ils aient cette information-là, tu vois. Et je trouve ça intéressant, même si on va être attaqué pour ça, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, je pense que c'est intéressant. Alors, c'est pas une info qui changera la planète, mais par contre, c'est intéressant de voir à un moment donné qu'il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus et qui ont bossé là-dessus. Voilà. D'accord. Et tu verras, c'est intéressant. Bon, Typiquement, mais comme ça aussi, ouais. comme le temps tourne, Ouais, donc on voit aussi que dans ta manière de travailler, tu as donné aussi, la parole, bah, aux dissidents, aux gens qui aujourd'hui dérangent le régime, notamment, comme Florian Philippot. Est-ce que justement, on a eu l'occasion de te voir à Arras. Je crois que tu seras oui, également encore à Arras cette année. oui, Donc, bah, oui. ça, on s'en réjouit. Ça veut dire qu'on se verra. Pas tout à fait. Florian m'a appelé, j'ai accepté avec plaisir puisque j'ai passé un excellent moment la dernière fois. Moi, j'aime bien, j'adore les Patriotes. D'ailleurs, je fais beaucoup de conférences chez vous. Enfin, partout où je suis allé. Hein, et je remercie d'ailleurs. J'en profite pour remercier parce qu'il faut le faire. Hein. Je remercie tous les référents Patriotes et toutes les équipes qui m'ont reçu depuis maintenant un an. Partout en France, ils se décarcassent pour me recevoir, ils me décarcassent pour les lire, ils se décarcassent pour amener du monde. Donc franchement, moi je suis toujours très content. Alors voilà, parce que je pense qu'il faut remercier les gens aussi qui font ça. Voilà, Mmh parce mh. que c'est du temps, c'est de trouver des salles, trouver des restaurants. Il y a toujours une super organisation, on passe super un bon moment. Généralement, on bouffe un coup derrière et on boit un coup, c'est super sympa. Donc moi, je te remercie toi de m'avoir reçu, Ah oui. de m'avoir reçu ce soir. Et puis voilà, tous les référents patriotes et tous les militants patriotes. Alors voilà, alors moi, j'ai aucune carte chez les patriotes, ni chez NDA, ni chez l'UPR, ni chez personne. Mais je remercie quand même les militants qui à un moment donné se bougent et viennent samedi soir en plein mois de novembre pour venir voir une heure de conférence et boire un coup derrière et acheter un bouquin. Franchement, ça donne le moral. Voilà. Donc oui, pour répondre à ta question, je serai à Arras le 13 septembre. Florian m'a appelé pour me demander d'y être et j'ai bien sûr répondu immédiatement à Florian. Oui, je serai là avec grand plaisir. Voilà. Eh bah, c'est super, ouais. Puis en plus, je sais que tu avais passé Ouais. une belle soirée dans une grange à Chartres Ouais. au mois de c'était novembre-décembre, je crois. Il devait pas Ouais, faire. c'était janvier, c'était Chartres, j'avais fait Chartres et Tours chez les Patriotes d'ailleurs, à Tours chez les Voilà, c'était Patriotes janvier, voilà, tu étais voilà. chez avec Philippe, à Tours et avec, Oui, Dany avec à Philippe Bonneville et Dany. Voilà, il faut les et remettre. Dany, voilà, Dany qui m'avait qu'on reçu et salue et Philippe qu'on aussi. embrasse parce que je Ouais, sais qu'il regarde, des fois les vidéos et je voudrais saluer ouais. parce qu'on a, tu vois, on a dans notre public, on a Nathalie Sich, Nathalie qui Oui, était là donc bah, qui s'était présentée aux législatives partielles, qui était donc la seule candidate patriote là dernièrement, aux législatives. Et donc, bah, on lui fait un coucou. On a soutenu tous autant qu'on pouvait, référents, on a soutenu sa campagne. Et puis, bah, elle s'est battue comme une lionne pour ces élections législatives, ouais. on va dire partielles, dans le 71, en Saône-et-Loire. Mmh. Voilà. Je regardais, je crois que oui, alors on avait une autre question. Alors oui, puisqu'en plus l'heure passe, donc ton dernier livre qui sort, qui s'appelle Les Cendants. Ouais. Et on a quelques questions à dire. Pourquoi avoir délibérément choisi Nous les Cendants comme titre de livre? Alors je pense il y a le clin d'œil forcément malheureux Ouais. à Hollande. Oui, bah, enfin, en fait, il est question du mépris de classe que nous subissons. Il est question du mépris de classe que nous subissons depuis très longtemps. Moi, je pense que c'est mépris de classe. Et c'est même, ces gens sont bouffis de mépris pour les gens que nous sommes, les sans-dents, les gueux, ceux qui ne sont rien, ceux qui ne font pas partie de la caste. Et bien sûr, en tête de pont, ceux qui critiquent le pouvoir en place, bien entendu, ou du moins qui posent des questions qui fâchent. Donc oui, les sans-dents, c'est nous-mêmes qui ne faisons pas partie de ce monde-là et qui sommes finalement, nous sommes des empêcheurs de diriger ou d'imposer en rond. Et bien entendu, nous sommes avec les ZFE et notamment les ZFE, on l'a bien vu avec Alexandre Jardin et les autres, enfin, et pas que les ZFE d'ailleurs, on voit bien qu'il y a un profond mépris de classe quand il y a Agnès Pannier-Runacher, la ministre éco-responsable ou la Joconde éco-responsable du gouvernement, qui te dit qu'à un moment donné, de toute façon, les ZFE, ça n'intéresse pas les peuples et qu'ils n'ont pas de bagnole. Enfin, ça passe pas. Et nous, les Sandans, c'est véritablement un cri d'amour à ce que je suis, parce que moi, je suis issu d'un petit village du Gard. Je suis un bouseux, je l'assume totalement. J'ai vécu 5 ans à Paris. Je suis rentré dans un petit village pareil près de Montpellier et je vis auprès des miens. Je vis avec les miens. C'est-à-dire que moi, je me sens bien là. Je me sens bien avec mes amis artisans, mes amis. Enfin voilà. Je me sens bien que là, en fait. Je supporterai plus d'habiter à Paris aujourd'hui parce que c'est Oui, pas parce mon élément, c'est pas mon monde. Moi, mon monde, il est ici.
il est dans mes petits villages, il est dans mes fêtes locales, il est dans mon identité, il est avec les gens de peu, il est avec voilà. Et je peux t'assurer qu'au bar de mon village, je préfère écouter les analyses de bar de mon village que certains, voir tous les plateaux télé en info continue, parce que c'est beaucoup plus sensé et beaucoup plus profond et beaucoup plus écorché et beaucoup plus réel que ce qu'on entend sur les plateaux télé. Voilà. Et ça, c'est de la vraie vie. Ça, c'est du Ouais, vécu. Et c'est la vie au quotidien des gens qui se lèvent tôt, des gens qui vont bosser, des ouais, gens ouais, qui ont du mal à payer leur électricité, ouais. etc. Parce que Les gens qui font trois boulots aussi, les gens qui font trois boulots, qui le matin servent, je sais pas où, dans un bar à côté ou autre part, qui en début d'après-midi vont faire le ménage dans des agences bancaires et qui le soir repassent des jeans et des culottes pour à un moment donné essayer de payer à bouffer aux deux gamins qui sont là. Voilà. Moi j'invite tous ces gens-là. J'invite les Bruno Retailleau, j'invite les Macron, même pas Macron, j'invite Gabriel Attal, j'invite Édouard Philippe, j'invite Marine Le Pen aussi à venir faire un tour là. Mais ne venez pas avec votre armada de communicants et de la presse, la télé. Venez là, venez. Mais certaines d'ailleurs, pas mal de chroniqueurs aussi des plateaux télé. Venez à mon petit bar là, venez manger à midi. Venez le matin prendre le café avec les paysagistes à 6h15 du matin. Vous allez voir un peu ce que c'est corvée, comme on dit chez moi, de corvée de travailler et d'avoir des problèmes de thunes, des véritables problèmes de thunes, véritablement. Alors tu vois, moi je pense que ces gens-là, quand ils se déplacent, il n'y a pas que Macron d'ailleurs, hein, parce que moi je les mets tous dans le même sac, même la LFI et même Mélenchon. Hein, je vais être clair avec ça aussi. Hein, avec Mélenchon, il peut venir aussi. Hein. Je veux dire, venez un peu prendre la vraie vie dans la gueule. Moi, je vous invite à venir en moi, concrètement, sans vos conseillers de communication, sans vos bagnoles, sans vos chauffeurs et bien sûr, sans vos indemnités aussi. Hein. Vous venez avec 1200 balles par mois et vous Mmh. venez essayer de vivre pendant 1200 balles par mois. D'accord. Voilà. Non, mais ça a l'air un peu démago ce que je dis populiste, mais franchement, c'est la réalité de l'histoire. C'est-à-dire que quand tu te rends compte que ces gens sur les plateaux télé racontent comme énormité, ou que tu as, et j'avais sorti les chiffres sur mon Substack, j'ai fait un grand post sur mon Substack à ce sujet-là, j'avais sorti le chiffre, le taux d'absentéisme au vote public dans cette assemblée, c'est 73%. Tout député confondu, 73% d'absentéisme au vote public. Et c'est ces gens qui, par contre, ils sont très présents sur les plateaux télé. Ils sont très présents sur les matinales radio. Là, par contre, ils sont présents. Mais quand il s'agit d'aller voter après, ou de s'opposer à la Macronie, ou de voter des motions de censure, ou mieux, de prendre l'article 68, il n'y a plus personne. Par contre, comme on dit chez moi, ça cascaille sur le plateau télé. Et par contre, ils cascaillent parce qu'ils touchent en indemnité. Par contre, ici, chez moi, ça crève. En France, ça crève. Et Ah oui. donc, votre obsession à tous, là, de la LFI au RN, votre obsession à 2027, c'est un pur scandale. C'est indigne. Parce que les Français, des millions de Français, n'auront pas le temps d'arriver à 2027. Il y a des gens chez moi, là, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire à la fin du mois. Et ces gens-là sont toujours en train, ils sont tous obsédés par 2027. 2027, 2027, 2027. Il n'y a qu'à voir Rotaillot. Hein, Rotaillot, son truc maintenant, il a fait un bureau politique après-midi avec Gérard Larcher, hein, Monsieur Popillette de Vaux, là. Et il y a tout le petit cacique des Républicains. Et il n'a pas autre chose à foutre, Rotaillot, que faire des bureaux politiques des LR. Il n'a pas que ça à foutre. Par contre, il fait absolument rien sur l'insécurité et l'ensauvagement du pays. Par contre, quand il y a eu la CR, nos amis de la CR, qui ont essayé à un moment donné de monter sur Paris ou de s'approcher de Paris, on leur a envoyé les centaures. Alors, Ouais. l'ordre de Retailleau, on n'a pas la même notion de l'ordre avec Retailleau. Tu vois. Alors, j'en veux pas particulièrement à Bruno Retailleau, je ne le connais pas, mais peu importe. Et il est ministre de l'Intérieur. Mais ce que je reproche, notamment, parce que je pense que c'est l'exemple aujourd'hui le plus éclatant de ce que nous voyons, et d'autres, c'est qu'à un moment donné, on a finalement des affirmations ou des déclarations péremptoires de petits maréchal, mais par contre, on est obsédé par 2027, parce qu'on sent qu'il y a Bocquet, il est un peu sorti du jeu, mais il est capable de vous revenir, on sent qu'il y a Édouard Philippe qui est en train d'arriver, donc ces gens, en fait, sont omnubilés par 2027. Ces gens, en fait, ont remplacé les Français par les marchés, très clairement, et sont dans une logique de parti. Ils se foutent concrètement de la situation du pays. C'est terrible à dire, hein, mais c'est-à-dire que là, on a perdu toute l'incarnation politique, même si pas mal de gens votent RN, parce qu'ils ne se sont pas encore rendus compte que manifestement, il y avait quand même des problèmes de ce Mmh. côté-là, et que les reculades et les remontades et les macarénas au niveau de l'Union européenne, c'était quand même pas ça, ils avaient beaucoup reculé, mais aujourd'hui, moi, ça me fait vomir de voir cette classe politique dans son ensemble être complètement focalisée sur 2027. Mais c'est hallucinant. Et puis, tu as les députés qui ne bougent pas, parce que comme l'autre Choupinet premier est capable de dissoudre dans 3 matins, tu as bien compris que s'ils vont à l'encontre du parti sur certains votes, ils ne seront pas réinvestis. Hein. Ils ne seront pas Ouais. réinvestis. Donc, certains qui étaient sur le plateau télé et qui sont devenus députés du RN, ils ont quand même bien changé dans leur capacité de réflexion. Voilà. Donc, voilà, c'est Et une logique de parti pourquoi, aujourd'hui qui est terrible.
On s'aperçoit sur le terrain, donc en étant référent, puis il y a Nathalie qui est référente, je crois qu'il y a d'autres Mmh. référents. On s'aperçoit quand on voit aussi nos militants de base, et qu'on rencontre des gens du RN, les gens, la plupart des membres du RN pensent encore que le RN va sortir de l'Union européenne et va sortir de l'euro. On il y a une c'est quand même impressionnant moi, quand on parle autour de nous, même avec des gens qu'on connaît, ils disent: «Ah mais non, mais le RN, c'est bon, ils vont sortir de l'Union Ouais. européenne et de l'euro». Mais Mmh. c'est affolant, c'est-à-dire qu'il y a un manque de communication dans ce sens-là, quoi. Bah, c'est surtout qu'ils font la lambada et la macarena et la danse du ventre. Parce que quand tu vois Jordan Haribo Bardella, c'est celui qui écrit des livres avant d'en lire et qui mange des Haribo pendant ses dédicaces, sur un livre qu'il n'a même pas écrit probablement, tu comprends bien qu'à un moment donné, écoutant 3 secondes ces gens-là, moi j'ai rien contre Bardella, j'ai rien personnellement contre ces gens. Ce que je supporte pas, c'est la duplicité. C'est de ne pas expliquer concrètement ce qu'il en est aujourd'hui. Exactement, Et et puis de vendre du vent et du rêve. oui, et puis de pas de mettre l'accent sur l'immigration et l'identité, mais ne pas expliquer aux gens qu'à un moment donné, heu, sans sortir de l'Union européenne, ça ne sera pas possible. Et c'est surtout de dire aussi également, ça c'est la grande fracture qu'il y a dans une partie de la droite, ou peu importe, je sais pas comment on peut l'appeler, peu importe, parce que pour moi il y a plus de droite et de gauche, il y a les souverainistes et les mondialistes. Et il y a ceux qui sont entre les deux, parce que comme il y a des bols de soupe à récupérer, ils restent entre les deux. Voilà. Ne pas expliquer qu'à un moment donné, la souveraineté, le préalable à toute. Pour moi, la souveraineté, la réalité, c'est que c'est le pied de biche pour récupérer notre identité. C'est le pied de biche pour nous désincarcérer de l'européisme et du fédéralisme. Et quand on te dit il faut mieux avoir un pays identitaire qu'une souveraineté, non, parce que l'identité ne se récupérera pas sans la souveraineté. C'est d'abord la souveraineté qui est le pied de biche, c'est le pied dans la porte pour récupérer ce que nous sommes et pour sauvegarder ce que nous sommes et pour reprendre notre destin en main. C'est comme ça que je le vois. Et quand j'entends certains gens que je connais à droite qui me disent oui, mais tu comprends, à un moment donné, l'identité, c'est le plus urgent, après on verra pour la souveraineté. Ben, je ne sais pas à quel moment, sur quoi ça repose. Ça repose sur de l'ambition politique, ça repose sur du mensonge, ça repose sur une mascarade intellectuelle. Je ne sais pas sur quoi ça repose, mais c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais ça encore, faudrait-il lire les traités européens et bien comprendre comment fonctionne le totalitarisme européiste. Voilà. Mais ça, ils ne veulent pas le voir parce que certains sont députés européens et que la soupe est trop bonne. Voilà. Oui, oui, je comprends, et c'est ce à quoi on se bat sur le terrain aussi tous les jours, en disant qu'on doit recommencer d'abord par la souveraineté et notre liberté, et tant qu'on n'aura pas remis des frontières, qu'on ne sera pas sorti de l'euro, qu'on ne sera pas Ouais. tout ce que Ouais. défend Florian, Ouais. on n'aura pas les bases pour reconstruire notre pays, quoi, et l'identité, elle se reconstruira d'elle-même, finalement. Mm. Oui, oui, elles sont reconstruire elles-mêmes quand on aura le droit de décider ce qu'on veut faire. Voilà. Alors oui, oui, j'ai une autre question qui revient 2 fois. Oui, effectivement, comme on s'aperçoit l'un comme l'autre qu'on a du mal à faire, l'union des souverainistes, hein, parce que c'est forcément ce que chacun appelle l'union des Ouais, ouais. souverainistes. Hem, Est-ce que, l'union des médias alternatifs pourrait être aussi une forme d'accroître votre pouvoir, de vous serrer les coudes, et puis finalement de garantir d'une certaine manière vos financements, de regrouper vos lecteurs, vos spectateurs? Est-ce qu'il existe Ouais, une alors union? On s'est croisés rapidement à la soirée de GPTV, et je me suis aperçu que finalement, même à GPTV, tous les médias alternatifs n'étaient pas là. oui, bon, après, déjà, alors l'union, elle se fait enfin, c'est un vieux serpent de mer, ça. Moi, ça fait très longtemps que j'entends parler de cette union-là. Elle n'est pas possible, pas parce qu'elle n'est pas possible qu'on s'aime pas, on est très copains ensemble et tout, et je pense qu'il y a déjà des passerelles qui sont faites en plusieurs médias, parce que les passerelles sont là, concrètement. Mais chacun a sa ligne, chacun a sa façon d'être. Aujourd'hui, essayer d'identifier 2 médias les mêmes, ça va être compliqué, même dans les médias alternatifs. Chacun a sa ligne, chacun a sa patte, et je pense qu'aussi ça fait la diversité des points de vue. Également, entre Toxin, entre Putsch, entre GPTV, entre TVL, et j'en oublie plein d'autres, Le Monde Moderne d'Alexis, ou Rémi chez Juste Milieu, ou d'autres, j'en oublie plein, ou chez Idriss. Je veux dire, chacun a sa ligne, chacun a son ton, chacun a sa façon d'être, chacun, on a nos invités, donc il y a des invités qui se recroisent, mais chacun a sa façon de voir l'actualité, l'éditorialiser. Et je trouve que c'est intéressant aussi, parce que ça permet aussi de voir différents invités, et je pense que l'homogénéité serait un péril concrètement. Voilà, mais de toute façon, après, bien sûr que ça disperse les abonnés, ça disperse les donateurs, c'est évident. Mais ça, malheureusement, c'est naturel. C'est Mais naturel. Caméléon demande, c'est plutôt une diversité de points de vue ou des divisions? Non, moi, je pense que c'est une diversité de points de vue.
concrètement. Diversité de point de vue. D'accord. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, parce que moi, tous les gens que je t'ai cités, c'est des copains. Déjà, je travaille sur Toxin, vous le savez, enfin, tu le sais. Euh, Oui, PTV, on se connaît par cœur avec Mike, Alexis, on fait des émissions ensemble. Rémi, c'est pareil. Bon, Idriss, on discute ensemble. Bon, voilà, chacun a sa ligne, hein, et je pense que c'est bien aussi d'avoir différents points de vue. Après, c'est un modèle économique qui est difficile à tenir parce que les gens qui sont prêts à filer ou à s'abonner, déjà dans une population globale, c'est pas la majorité, et puis dans une crise économique, c'est encore moins la majorité, c'est la minorité de la majorité qui veulent s'abonner, quoi. Tu vois? d'accord. Voilà. D'accord. Nicolas, bon, le temps, finalement, une Ouais, heure et demie, ça passe très vite avec toi. ouais, Je sais que tu te lèves très tôt, que tu as encore beaucoup de choses à faire ouais. pour ton bouquin. Mm. C'est vraiment un moment précieux qu'on a passé ensemble. Je te remercie pour Ben, ça, merci. pour ta sincérité, pour tout simplement de parler avec ton cœur, comme on a l'habitude de t'entendre sur tes médias. Ouais. Je ne pense pas qu'il y ait une dernière question. Bah non, les gens voilà, te remercient, sont très heureux de ce moment. Euh, J'aime bien aussi demander si tu avais juste un dernier conseil aux jeunes générations, toi, les gamins, les grands gamins, parce que qui sont ados aujourd'hui, 12, 13, 14, 15 ans. Euh, Mm. Toi, tu as vécu ton rêve américain, tu as vécu Ouais. ta littérature sur la route. Mm. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tous ces gamins là qui sont au collège, là, qui sont en train de devenir adultes dans un monde quand même qui est pas sympa pour eux? Mm. Peut-être à l'émergence d'un renversement, on l'espère, parce qu'on travaille tous pour. Mais qu'est-ce que tu leur dirais pour Bah, conclure? essayer de lutter, essayer de ne pas sombrer dans l'abrutissement généralisé qui a été mis en place depuis 40 ans. Essayez de résister à l'abrutissement qu'on vous impose, essayez de résister à Snapchat, essayez de résister à TikTok, et surtout, armez-vous intellectuellement. Je répète, armez-vous intellectuellement pour faire face à ce monde qui est terrible et qui va être encore plus terrible que ça. Nous, on a vécu la période, enfin, on n'a pas vécu cette période. Je pense qu'on a à peu près le même âge, le même segment. On n'avait pas toutes ces difficultés-là aujourd'hui, mais le problème, c'est que les gamins, c'est aux parents aussi de faire l'effort. C'est aux parents de faire l'effort et à un moment donné de donner une émulation culturelle, intellectuelle à ces gamins-là. C'est-à-dire de les préserver des écrans tant qu'ils le peuvent, ou du moins leur donner une capacité de réflexion et leur montrer aussi des centres d'intérêt. Parce que si tu veux sortir un gamin de TikTok, c'est très bien. Si à la maison, tu n'as pas de bouquin, si à la maison, tu n'es pas capable de lui proposer autre chose, ton gamin, il va forcément revenir sur TikTok. Il va revenir au plus simple. Donc, c'est un travail des parents aussi de tous les instants pour essayer de trouver, à un moment donné, une émulation culturelle, intellectuelle, de faire d'autres propositions. Tu vois, des trucs un peu ludiques, mais qui permettent à un moment donné à des gamins de se dire, bah, tiens, il n'y a pas que TikTok, il n'y a pas que des influenceuses, il n'y a pas que du make-up, il n'y a pas que du football, alors que je suis un grand passionné de football, mais à un moment donné, tout ça nous vide le cerveau. Nous vide le cerveau. Donc, c'est aux parents aussi à faire ce travail-là. Mais le problème, on en a parlé tout à l'heure, tu en connais, j'en connais, il y a des parents, ils en ont rien à faire. Hein. Pourtant, ils estiment avoir donné l'éducation à leur gamin de politesse, mais la politesse est très important. Le savoir-vivre, c'est très important. La tenue, c'est très important. Mais ce qui est aussi important, c'est l'armature intellectuelle que tu vas donner à tes gamins. Donc, si tu les laisses aller sur TikTok et faire n'importe quoi et pas leur proposer aussi, en même temps, simultanément, vraiment avoir une proposition culturelle ou intellectuelle, ça passe par un livre, ça passe par un film, un vieux film, un classique du cinéma français. Discutez avec vos gamins au repas, à table. Ne regardez pas les portables, ne mettez pas la télé quand vous bouffez. Discutez, échangez. C'est ça aussi qui passe. Et essayez de varier les sujets. Pareil de choses. Essayez de vous appuyer sur un article, sur une info qui vous est passée. Tu vois, c'est un travail culturel, mais ça, c'est propre à chaque personne. Et tu vois, c'est la souveraineté de chaque famille. La Oui. liberté et la souveraineté de chaque famille. Mais la souveraineté et la liberté de chaque famille qui engage le pays. Voilà. Eh bien, écoute, je crois qu'il n'y a rien à rajouter, Nicolas, parce que tout ce que je rajouterais, ce ne serait pas au niveau de ce que tu viens de dire. Je te remercie mille fois pour cet entretien. Je suis Merci sûr que tout le encore. monde, tout le monde est heureux. Demain, ben, pour le 29 mai, beaucoup de patriotes seront sur des ronds-points ou dans la Ouais. rue pour rappeler justement la trahison et le vol de notre vote de 2005. Le Et viol puis, même. Le viol, Christophe. Le le viol. viol, C'est bah, un j'ai viol, j'ai un écrit le véritable viol viol. également à un autre endroit, tu vois, je n'ai pas dit le mot, mais pour moi, c'est un Oui. viol Ah, de moi, je le dis notre plusieurs fois, je le vote. pense. C'est un Voilà. viol de la souveraineté française, ni plus ni moins. Voilà. Voilà. Nicolas, merci beaucoup. À très Merci vite. Plein de beaucoup. succès avec ton livre. Et puis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonsoir à Et au tous. Bye revoir, bye. au revoir la communauté. Au revoir Discordia. À bientôt. Salut, ciao.